Bien, alors, avant de donner la parole à notre porte-parole à Objectif RER Métropolitain, ben, je tenais déjà à saluer tous ceux qui se sont connectés et, et à vous remercier, hein, à vous remercier pour l'intérêt que vous portez à ce webinaire. Jean-Claude Degan donc, et François de Florian feront une présentation de la note de problématique que nous avions joint à notre invitation. Ensuite, je salue Monsieur Philippe Laurent, maire de Sceaux et vice-président de l'AMF, que Bonjour. j'ai vu arriver. Bonjour, merci, merci beaucoup et merci beaucoup d'avoir pu caser dans votre emploi du temps d'élu ce passage parmi nous. Merci beaucoup. Jacques Baudrier, est-ce que Jacques Baudrier est avec nous? Ah, il semblerait qu'il n'est pas encore arrivé. Et Arnaud Léger, il me semble que je l'ai vu. Bonjour Arnaud. Bonjour à toutes Donc, et tous. directeur associé de transmission qui viendra. Et donc, moi-même, Guylaine Debras, je suis membre fondatrice d'Objectif RER Métropolitain. Et je vais tenter d'animer ce webinaire. Donc, pour commencer, ben, je vais donner la parole à Jean-Claude pour qu'il fasse le petit mot d'accueil en tant que porte-parole d'Objectif RER Métropolitain. Merci Guylaine. Euh, Mot d'accueil et revenir sur la note de problématique introductrice de notre discussion sur le financement des RER métropolitains ce soir. Euh, dans un contexte très particulier, les nous avions un rendez-vous fin juin pour une conférence de financement. Ce sont les parlementaires qui avaient inscrit ça dans le marbre de la loi SERM votée en décembre dernier pour une conférence de financement pour aborder cette question décisive du financement et qui n'est pas encore résolue, qui est naturellement la question clé aujourd'hui pour avancer sur ce dossier. Donc, l'actualité en a voulu autrement, avec une conférence qui a été décalée et finalement des parlementaires qui sont dans l'impossibilité d'y participer compte tenu du calendrier. Pour autant, ce sujet de la mobilité contrariée dans nos grandes périphéries, dans nos territoires ruraux, reste. On peut en voir sa marque dans le dernier scrutin électoral. Et ça sera l'un des tout premiers dossiers sur le bureau du prochain ministre des Transports. Donc, pour parler donc de la dimension des RER financière des RER métropolitains, on peut en introduction dire que chaque grand enjeu a une dimension financière. Quand je pointais il y a un instant le constat d'enclavement de nos périphéries, pointé depuis longtemps, depuis quelques décennies, pointé avec force par les Gilets jaunes il y a déjà 6 ans, eh bien, pour cette France de la mobilité compliquée par les transports, la mise en place de tels réseaux, c'est du pouvoir d'achat, hein, avec une moindre dépendance à l'automobile, dont le coût ne cesse de renchérir. Les RER métropolitains dont on parle, ce sont vies et déplacements longs, hein, de nos compatriotes, que ce soit les déplacements en domicile-travail ou des déplacements pour des motifs personnels, parfois très longs dans les territoires. Et, en fait, ces déplacements représentent une part importante des émissions carbonées, hein. François de Florian nous parlera tout à l'heure de l'Observatoire
que l'on a commencé à mettre en place, mais dans les grandes agglomérations où il y a des systèmes RER, comme en Île-de-France ou à d'autres endroits en Europe, bah, on a facilement la moitié des déplacements, des voyageurs kilomètres qui sont sur ces réseaux. Donc autant dire que ces RER méritent d'être un des indicateurs de la planification écologique. On s'est d'ailleurs, nous, un peu émus de voir disparaître cet indicateur dans les derniers travaux du secrétariat d'État, du secrétariat général, pardon, à la planification écologique. Plus important encore, d'un point de vue économique, les grands projets de mobilité créent de la valeur, ils créent de la croissance. Euh, la décision de faire le Grand Paris Express il y a une décennie s'est prise sur l'estimation faite que la mise en place de ces réseaux, c'était un point de croissance supplémentaire annuel en Île-de-France. On peut dire que le déploiement des RER métropolitains renforcera l'attractivité des régions françaises et donc ça fera de l'emploi, de la croissance et des ressources. Donc, quelque part, ça c'est un point clé dès lors que nous demandons des financements pour déployer ces réseaux. Eh bien, si nous pouvons demander ces financements et si c'est justifié, c'est parce qu'effectivement, ils créent bien plus de croissance et de valeur qui ne vont en coûter. Donc, il est logique qu'une part de la richesse créée soit affectée au financement de ces systèmes. Voilà. Derrière, on a bien sûr, quand on est en Île-de-France ou chez nos voisins allemands, bah, on sait que là où il y a des systèmes RER, c'est l'urbanisme, c'est l'aménagement du territoire qui se développe en doigt de gant autour de ces infrastructures. C'est moins d'étalement urbain isotrope, hein, et c'est un urbanisme orienté. Donc ça aussi, ce sont des dépenses collectives moindres. Et puis pour terminer sur l'enjeu économique de ces RER, bah, on se demande parfois par quel miracle les chemins de fer allemands ont grosso modo un chiffre d'affaires, un volume d'activité qui est le double de celui de nos opérateurs français. Ben, la différence est toute simple. Hein, ils ont des trains à grande vitesse, ils ont du fret, hein, ben, mais ils ont surtout une vingtaine de réseaux RER, là où nous, on en a un très gros, le premier d'Europe, mais où derrière, eh ben, c'est un peu la France et le désert français. Et c'est précisément comment remédier à ce désert dont nous parlons. Donc, vous savez tous que eh bien, ces dernières années, on a commencé à chercher à inverser cette problématique avec la loi Allum qui a introduit le concept, avec une annonce présidentielle un soir de novembre 2022 sur YouTube, avec la loi SERM qui a été votée à la quasi-unanimité au Parlement, et avec les premières collectivités qui ont lancé le mouvement, je pense à Bordeaux, je pense à Strasbourg, et à toutes celles qui, depuis deux ou trois décennies, ont fait des pas dans cette direction. Ce qui est frappant aujourd'hui, c'est la force du consensus qui s'est créé entre 25 ou 30 agglomérations pour avancer dans cette direction. Il y a visiblement une attente qui a été trop longtemps contenue et aujourd'hui, voilà, quelque chose s'est mis en mouvement. Alors nous, à Objectif RER métropolitain, on s'est dit dès le début, voilà, il faut que la société civile, les acteurs politiques, les acteurs professionnels, les acteurs associatifs, on s'unisse parce qu'il y a un vrai enjeu. On sait qu'il n'est pas facile. Voilà. Et si on veut le réussir, eh bien, il faut qu'on se mette tous ensemble. Donc, c'est ce qu'on a fait. Dès le début, on a essayé de décrire ce que c'était qu'un système RER. Hein. Donc, on a sorti effectivement une batterie de 12 critères qui ont généralement fait consensus. Hein. Donc, je ne vais pas vous les infliger, vous les connaissez. Mais voilà, on a quelque part une grille pour avancer. Moi, ce que je voudrais dire ce soir par rapport à la question du financement,
c'est comment voit-on le processus se dérouler dans le temps et dans l'espace et la traduction financière. Et ce qui apparaît très clairement, c'est qu'il y a déjà de l'offre autour de nos agglomérations. Mais souvent, c'est de l'offre en heure de pointe. Et quelquefois, bah, voilà, on a des choses assez facilement à la demi-heure, quelquefois mieux. Hein. Mais par contre, effectivement, on a d'immenses plages de non dessertes en journée, en soirée, le week-end, le samedi, le dimanche, pendant les vacances. Euh, il y a là, avec, j'allais dire, les moyens existants, c'est-à-dire les matériels existants, les sillons existants, l'infrastructure telle qu'elle est, il y a une chose toute simple à faire qui consiste à compléter le graphique. Hein, pour employer un terme que les techniciens comprendront bien. Hein. Donc, ça veut dire, bah, c'est mettre en place des offres 18 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Voilà. Ça, c'est x2, hein, probablement en volume de dessert. Donc, et on a une estimation, hein, donc vous voyez, c'est relativement marginal par rapport à ce qui existe. Bah, l'estimation, c'est 300 millions d'euros par an, à peu près. Voilà. Strasbourg l'a fait, ça leur a coûté 14 millions d'euros. Voilà, donc ça, c'est une première étape. Et c'est 2026, c'est peut-être 2027. Alors après, bah, il faut en négocier les délais avec les structures SNCF. Hein. Mais voilà, c'est presque demain matin. Hein, pour ceux qui dissertent effectivement sur euh, le temps long du ferroviaire, bah, là, on parle d'un temps court hein, sur ces sauts d'offres. Alors certains appellent ça des sauts d'offres, d'autres des chocs d'offres. Voilà. On n'est pas là pour choquer qui que ce soit. Hein, mais voilà, donc une première étape simple à faire partout. La deuxième temporalité, c'est l'actuel président de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, qui l'a dit quand il a commenté effectivement les premières annonces. Il a dit en 2030, on devrait pouvoir faire le quart d'heure sur tous les grands axes ferroviaires. Voilà. Donc aujourd'hui, bah, les études sont inscrites au contrat de plan État-région pour avancer dans cette direction. Voilà. C'est donc le quart d'heure en 2030 sur les grands axes ferroviaires. Alors, d'ici là, créer des vraies lignes diamétralisées, créer des terminus de lignes, etc. Hein, mais donc, voilà, étudier ça sur les contrats de plan État-région qui s'engagent là, hein, mais surtout ne pas s'endormir sur le résultat des études. Hein, ça veut dire les clauses de revoyure qui vont bien pour directement embrayer. Hein, sinon, on ne tiendra pas l'échéance de 2030 qu'évoquait Jean-Pierre Farandou. Voilà. Et puis, troisième temporalité, eh bien, il y a un certain nombre d'agglomérations. Nous avons écrit de 6 à 8, hein, où on sent qu'il faut des opérations majeures d'infrastructure, souvent au cœur de réseau, pour effectivement pouvoir coller aux enjeux, donc selon les agglomérations les plus importantes. Donc, ça ce sont des opérations d'ampleur, donc ça va prendre du temps, mais précisément, comme ça va prendre du temps, c'est maintenant qu'il faut les préparer. Hein. Par référence, hein, si vous prenez la référence allemande, eh ben, il y a 6 grandes agglomérations où on a fait des opérations de cœur des réseaux. En Suisse, il y en a 2 qui ont été faites et une troisième qui est en cours à Bâle, c'est à côté de chez nous. Bon, voilà. Donc, nous, on a quelques agglos comme ça. Et puis, dans la temporalité des opérations, il y a tout ce qui est intermodalité. Hein. Donc, on est tous d'accord, je pense, pour dire qu'il faut le maximum d'intermodalité autour de ces projets, de façon à couvrir avec les moyens les plus pertinents le territoire, l'ensemble du territoire. Et alors avec donc le vélo, le bus, le train, etc., et les transports urbains, le covoiturage, je pense que Thomas Batagne est avec nous. Voilà. Mais il y a un aspect très important dans l'intermodalité qui est capital, c'est l'intermodalité tarifaire. Hein. Pas de réseau RER sans tarification multimodale. Hein, je pense qu'il faut avoir. Et une tarification multimodale, ça demande énormément de temps pour être bâti. Euh,
à Genève, nos amis suisses et rhône-alpins de la région Aura, pardon, hein, nous disent, bah voilà, il a fallu 7 ans pour faire le tunnel Cornavin-Eaux-Vives à Genève, et il a fallu 8 ans pour faire la grande communauté tarifaire qui couvre la France et la Suisse. Ce sont des chiffres, hein, ce sont des chiffres. Donc on a déjà dit, les sauts d'offres à échéance rapprochée, 300 millions en fonctionnement. Alors, bon, les spécialistes les gens qui font des finances locales de façon sérieuse disent bah, il faut d'abord commencer par voir ce que ça va coûter en fonctionnement. Hein. Donc 300 millions par an pour ces sauts d'offres. Et donc on a travaillé avec notre conseil scientifique a travaillé. Hein, en fonctionnement, la deuxième et la troisième étape que j'ai décrit, c'est environ 1,5 milliard d'euros annuels, donc qu'il faut être capable de payer avec une montée en charge, bien sûr, mais une montée en charge qui sera quand même relativement rapide. Alors, comment absorber cette somme-là? Et il y a une référence dans le paysage qui est celle de l'Île-de-France. L'Île-de-France devait, il y a quelques mois, trouver 800 millions d'euros pour faire fonctionner le métro du Grand Paris. Voilà, il y avait la même ambiance, la même tension que celle qu'on a aujourd'hui sur les horaires métropolitains. Et finalement, une solution a été trouvée entre l'État et la région Île-de-France qui s'appuie sur un système, des choses qui existent, parce que vous voyez bien que dans des délais aussi rapides, on ne peut pas rebâtir l'ensemble du financement du système. Donc, c'est plus de versements mobilité et c'est plus d'intervention des collectivités qu'ils peuvent. Et c'est une ressource en provenance des touristes. Nous, ce que nous disons ce soir, c'est que mutatis mutandis, quoi, hein, c'est en modifiant, en remettant les choses qui doivent être mises en ordre en le faisant. Et eh bien, il faut le même type de solution en région. Ce qu'on a été capable de trouver sur l'île de France, nul ne comprendrait qu'on ne soit pas capable effectivement de le trouver avec les adaptations nécessaires pour le reste du territoire. C'est une question d'équité. Voilà, donc, alors après, ben, bien sûr, hein, quand on dit il y a des spécificités, par exemple pour ce qui est du versement mobilité, si on a un versement additionnel pour les RER métropolitains, pour les SERM, ben, il faudra déterminer le territoire. Hein. Donc, vous voyez, on pose des questions. Il faudra déterminer quelle autorité va le percevoir. Donc, on touche tout de suite à la gouvernance de ces sujets. Et naturellement, la gouvernance de ces RER métropolitains, c'est un point clé. Est-ce qu'on va aller il faudra plus de coordination, hein, c'est absolument clair. Est-ce qu'on va aller vers des formules intégrées, type Île-de-France Mobilité ou type Verkehrsverbund allemand? L'avenir le dira, c'est aux collectivités de le décider. Mais vous voyez bien que derrière la ressource, il y a la question de la gouvernance. Et puis, quand on parle quand même d'une ressource qui est payée par les entreprises, eh bien, bah, il faut les associer hein, au système, hein, en leur montrant bien effectivement que les bénéfices qu'ils vont retirer de la mise en place de ces systèmes et en les associant à la gouvernance. En ce qui concerne les collectivités, bien entendu, on ne va pas ce soir stipuler à leur place, hein, c'est à elles de voir, mais on voit bien quand même, par exemple, que les départements ont envie de revenir, qui ont été un peu sortis de la problématique transport par la loi de 2015, la loi MAPTAM, eh bien, là où il y a des projets de RER métropolitain, bah, souvent il y a un département qui pousse. Hein. Je pense à la Haute-Garonne, je pense à l'Indre-et-Loire, etc. Et les périmètres des SERM eh bien, ne sont pas si différents que cela hein, de ceux des départements. Hein. Donc voilà, donc voir effectivement ce qui peut en être du côté des départements. Il y a un volet de redéploiement naturellement des dépenses de voirie. Hein. Bon, on dépense moins qu'avant. Hein. Bon, sur ces projets. Alors parfois il y a des débats hein, là-dessus, mais bon, il y a forcément une dimension redéploiement. Il peut y avoir une dimension tourisme aussi. Hein, alors pas partout, hein, mais il y a des régions qui le disent. Voilà, donc ça c'est la question du fonctionnement. Et s'il y avait une idée à retenir, c'est on ne peut pas attendre
sur cette question. C'est un sujet à régler rapidement. Et puis, il y a naturellement, pour en terminer, le financement des investissements, hein. Alors, les investissements, bon, on a les premiers travaux du COI, on a les estimations des régions où les projets prennent de l'ampleur, comme la région Hauts-de-France ou l'Occitanie. Bon, on sera très probablement, on est autour des 40 milliards. Ne me demandez pas de quelle année, s'il vous plaît, hein, c'est une estimation, hein, rien de plus. Mais ce qui est frappant dans cette estimation, c'est que c'est à peu près, une fois de plus, c'est un montant qui est pas si différent que cela de celui du métro du Grand Paris, hein. Donc, voilà, donc bien sûr, on va aller un petit peu plus loin, hein, dans l'exercice, voir effectivement euh, ce qui peut être pris dans le cadre des contrats de plan État-région. Donc, il y a les projets, bon, il y a une trentaine de projets, hein, il y a quelques gros projets, et puis il y a des agglomérations de moindre importance dans lesquelles souvent les investissements ne sont pas si importants que ça, hein. Donc, ces investissements-là pourront être facilement absorbés dans les contrats de plan État-région. Par contre, effectivement, quand on est sur des projets comme ceux de Lille, comme ceux de Marseille, comme ceux de Toulouse, comme ceux probablement de Lyon, et j'en oublie volontairement, parce que la liste n'est pas figée, on voit bien qu'on va se poser les mêmes questions qu'on s'est posées en Île-de-France, hein, à savoir recourir à l'endettement long terme et appuyer cet endettement sur une fiscalité de type taxe sur les bureaux, par exemple. C'est ce qui a été trouvé pour une bonne partie du financement en Île-de-France. Donc, voilà. Donc, bah, les uns et les autres ont commencé à regarder, hein, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, bon, on a noté que le rendement de cette taxe, si on l'a transféré, on l'adaptait de but en blanc avec les critères franciliens, bah, elle serait moins productive, environ la moitié en région. Alors après, bah, effectivement, une question qui est posée, sur finalement cette taxe. Est-ce qu'il ne faut pas distinguer les activités productives, les activités de siège? Parce que souvent, bon, est-ce qu'il n'y a pas à remodeler cette taxe pour effectivement, bah, peut-être que, je veux dire, pour que le pied puisse rentrer dans la chaussure, hein, voilà. Bon, donc il y a un débat, hein, qui est ouvert de ce côté-là. Nous avons, nous aussi, à Objectif RER métropolitain, euh, posé la question du financement par l'Europe des RER à l'occasion de la campagne européenne. On pensait faire un quasi-consensus là-dessus. Bon, il y a eu quelques bémols d'apporter en fin de campagne, hein, mais ce qui est clair, effectivement, c'est que il y a des possibilités du côté de l'Europe, et je dirais même elles existent déjà, sauf qu'à l'heure actuelle, c'est à peu près incompréhensible, hein, la façon de récupérer de l'argent de l'Europe sur ces projets. Donc, eh ben, il faut des principes sains, simples, comme on a voilà, l'Europe a pris 40% du Lyon-Turin, 50% du canal Seine-Nord-Europe. Et ben, voilà, l'Europe pourrait prendre une part des financements des RER métropolitains. Alors qu'on se comprenne bien, hein, il ne s'agit pas d'attendre que l'Europe ait décidé. Non, il s'agit d'utiliser le moment venu, quand le sujet aura été décanté au niveau européen, utiliser ces enveloppes-là pour accélérer. Voilà, j'en reste là pour introduire, en projetant peut-être ou en rappelant des cartes, hein, que vous avez déjà, hein. La carte de France de la trentaine de projets, hein. Donc, dans quelques jours, on aura peut-être une carte des villes labellisées, en projetant aussi la carte d'Europe que nous avons établie, des RER en service, hein, il y en a 70, hein. Alors, franchir le Rhin peut-être pour aller voir, voilà, c'est une carte d'Allemagne, hein, même s'il est. Voilà, donc ce sont les 22 réseaux S-Bahn et tram-train qui existent en Allemagne. Et puis on va franchir les Pyrénées avec la carte des réseaux Cercanías espagnols, hein. Donc Cercanías, bon, voilà, ça veut dire S-Bahn, ça veut dire RER, hein.
Voilà. Alors, nous ne vous projetterons pas ce soir la carte de France parce qu'elle n'est pas encore établie et on espère l'établir très rapidement. Voilà, je passe la parole à François de Florian qui va nous en dire un petit peu plus sur l'observatoire des RER que nous avons engagé. Bien. Il y a, ce qui est intéressant avec ces systèmes de RER, c'est qu'on ne se rend pas forcément compte de l'importance et de l'efficacité des systèmes. Euh, Vous avez un premier tableau ici que j'avais déjà présenté à Strasbourg, qui donne les chiffres essentiels de fréquentation journalière d'un certain nombre de réseaux et d'un ratio bien connu, qui est le ratio des voyages par habitant et par an, mais ce coût-là limité uniquement aux voyages en train suburbain. Alors évidemment, à Paris, on a à la fois le Transilien et le RER. On tombe sur un chiffre qui est élevé, et on se rend compte qu'il y a des différences assez fortes entre les différents réseaux qui doivent s'expliquer peut-être par la maturité du réseau, peut-être aussi par la bonne irrigation qu'elle fournit à une région métropolitaine. Et peut-être aussi, dans le cas de Zurich et de Munich, on sait bien qu'il y a eu une offre un peu plus abondante qu'ailleurs et qu'il y a des systèmes de RER qui desservent la ville-centre en plusieurs points et qui donnent une facilité de déplacement à l'ensemble des usagers. Donc là-dessus, il y a manifestement un thème sur lequel il y aurait du travail à faire parce que il est certain que se plaçant dans la lutte contre le réchauffement de la planète, on a intérêt à promouvoir des systèmes qui soient le plus efficaces possible. Et dans certains cas, pourquoi pas envisager, comme l'a fait Genève, ce qui était peut-être une surprise pour une agglomération qui fait guère que 1 million d'habitants et 500 000 pour le canton, dans la réalisation de tunnels ferroviaires centraux. Donc, ce schéma-là, euh, à la fois démontre l'intérêt des systèmes RER en termes de transport, d'emport de voyageurs, mais également pose quelques questions sur les structures des réseaux à mettre en place. On va passer à la diapositive suivante. Alors là, vous trouvez une comparaison toute simple de l'offre et de la demande dans deux réseaux métropolitains. C'est celui de l'Île-de-France et celui de Munich. Il faut simplement, vous ne savez pas forcément que ces tableaux sont très difficiles à établir pour plusieurs raisons. C'est qu'il faut tomber sur un système où l'information statistique existe. Il faut tomber aussi sur un système pour lequel on a deux échelons de statistiques, en l'occurrence la ville-centre Paris ou la commune de Munich, et puis le périmètre couvert par le système RER. Et dans de très nombreux cas, on n'a pas l'information, elle est difficile à collecter, etc. Là, ce sont deux cas où elle est disponible. Alors, je crois on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a deux ou trois remarques à faire. Comme à Paris, comme à Munich, le métro véhicule plus de personnes que ne véhicule le RER ou le S-Bahn. Par contre, dès lors qu'on s'intéresse au voyage kilomètre, c'est-à-dire finalement l'unité intéressante pour commencer à limiter l'usage de la voiture, alors là, dans les deux cas, il y a plus de voyageurs kilomètres effectués en RER ou en S-Bahn qu'il n'y en a sur le métro et même sur le réseau urbain. Ça légitime tout à fait l'intérêt qu'on peut porter à ce genre de réseau, c'est-à-dire que il est réellement intéressant de les développer à un moment où on veut modifier l'équilibre modal dans les métropoles. Il y a, on voit aussi apparaître des différences. Par exemple, dans le suburbain, vous avez beaucoup moins de kilomètres qui sont effectués par les bus
à Munich qu'à Paris. Il y a donc alors c'est peut-être historique, hein, il y a peut-être un réseau de bus de banlieue qui s'est développé, auquel s'est rajouté un système d'RER, mais en tout cas, on a des performances globales qui sont à peu près équivalentes dans les deux systèmes et on a une structure assez différente. Là aussi, ça induit quelques questions sur les réseaux qu'il faut constituer. À part, bon, je crois que ce sont les leçons essentielles qu'il faut tirer du système. Bon. Alors, ce qu'on aurait bien aimé, c'était rajouter l'effet du métro du Grand Paris. Malheureusement, on a très peu d'éléments statistiques et on n'a en particulier pas le nombre de passagers kilomètres que véhiculerait cette nouvelle infrastructure. En tout cas, elle n'est pas publique. Et ah Euh, bah, oh, oui, oui, mais disons que pour quelqu'un qui a porté des projets de transport, à un moment donné, quand on fournit les éléments du projet à ses élus, on essaie quand même de donner toutes les données essentielles, et en particulier comment ça se passait sur les équilibres financiers, etc., etc. Bon, donc c'est tout encore pour faire. Ensuite, il y a une remarque importante aussi à faire, c'est sur les V sur K, le rapport des voyages au kilomètre. mhm. On se rend bien compte que les systèmes de RER et de S-Bahn, pour intéressants qu'ils soient sur le plan environnemental, sont des systèmes qui, sur le plan socio-économique, sont moins rentables. Il faut investir, il faut financer plus le fonctionnement pour obtenir un équilibre financier. Donc, Bien. ça, c'est les Est-ce trois remarques principales qu'on peut faire. Il y en aurait beaucoup d'autres, mais on se rend compte qu'on aurait besoin d'aller un peu plus loin dans la comparaison et dans les leçons que nous apporte l'ensemble des systèmes RER européens. Merci François, ta rigueur est toujours précieuse, hein, et c'est pour ça, je rappelle que tu es l'animateur de notre conseil scientifique avec toute la rigueur et toute la précision qu'on te connaît, et tu avances toujours avec tu n'avances rien qui ne soit prouvé. J'adore cette manière scientifique de fonctionner. Alors, pour continuer, donc, François, Jean-Claude, tu peux peut-être nous rappeler le protocole tout simplement qu'on avait mis dans les annexes de cette note de problématique sur le financement. Donc, ce protocole, si tu veux dire deux mots avant que je passe la parole à nos invités. Bah, écoute, moi je crois que je l'ai déjà évoqué, hein. Je pense que c'est quelque chose à lire, à relire et surtout réfléchir naturellement à comment on peut s'inspirer ou modifier, amodier pour trouver des solutions en matière de financière, mais aussi de gouvernance dans nos régions. Donc, on a donc envoyé il y a quelque temps cette note à nos trois intervenants. Donc, j'ai pu voir dans la liste des invités que Jacques Baudrier était bien arrivé parmi nous. Jacques, vous nous entendez? Oui, tout à fait, vous m'entendez? Voilà, parfait. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu présent, comme Philippe Laurent et Arnaud Léger. Alors, monsieur le maire de Sceaux, Philippe Laurent, a des contraintes d'agenda, ce qui est tout à fait habituel pour un élu. Donc, je vais lui donner la parole en premier s'il voulait réagir et s'il y a des sujets sur lesquels il voulait mettre en avant sur cette note de problématique. Je voulais vous dire aussi à tous que vous pouvez, à l'intérieur du chat, poser encore des questions, hein. Donc là, je vais me servir la vingtaine de questions qui ont été posées par le formulaire pour pouvoir interagir avec nos invités, en plus de la note de problématique. Et donc, si vous avez encore des questions dans le feu de l'action, on a deux membres d'Objectif RER métropolitain, donc Elisabeth Matac et Jean-Marc Mini, qui vont être chargés de me les transmettre.
Je ne vous explique pas comment, mais, mais on va essayer de faire vivre en dernière partie donc, le débat autour de ce financement. Donc, Monsieur le maire Philippe Laurent, je vous donne la parole et je vous poserai tout de suite quelques questions aussi qui sont issues des commentaires et des contributions qui ont été faites par le formulaire d'inscription. Je vous donne la parole, Monsieur le maire. Oui, merci beaucoup. Merci de votre invitation. Merci à Jean-Claude Degan de l'exposé qu'il vient de faire euh, sur l'intérêt le bien fondé en fait de cette politique de développement des RER enfin, d'un type, enfin des SERM. Il y a pas de commentaire à faire. Je pense que tout le monde partage globalement cet intérêt. Et c'est pas le sujet. Je crois que en fait la question c'est de savoir comment on fait. Alors, s'agissant des questions plus spécifiques de financement, donc naturellement, je pense qu'il faut vraiment bien distinguer ce qui est l'investissement et ce qui est ensuite le fonctionnement récurrent. Et d'ailleurs, la question qui était posée et la tension qui a été créée avec Île-de-France Mobilité, mais Jacques Baudry en parlera mieux que moi, était qu'il y avait en effet à la fois un surcoût lié aux Jeux Olympiques, ça c'est pour 2024, mais il y avait surtout, comme d'ailleurs un certain nombre de rapports l'avaient dit, la perspective d'une incapacité à financer le fonctionnement d'un réseau qui s'étend et dont la longueur s'étend avec la mise en place des lignes du Grand Paris Express. Et effectivement, il y a une solution a été trouvée. Moi, je ne suis pas tout à fait certain qu'elle soit totalement pérenne et qu'elle permettra de régler la question jusqu'en 2031. Mais enfin, bon, en tout cas, des solutions ont été trouvées, pas des solutions très complexes d'ailleurs, hein. Jean-Claude les a résumées tout à l'heure. Bon, ben, c'est des solutions assez classiques. En revanche, moi, je voudrais m'intéresser aussi au financement de l'investissement. Euh, Parce que je pense que nous avons peut-être quelques petites pas innovation, mais en tout cas apporter quelques modalités en fait de financement de l'investissement qui, de toute façon, c'est clair, ne peut se faire que en grande partie en recourant à l'emprunt. C'est ce qui se fait par la société, enfin l'ex-société du Grand Paris, maintenant Société des Grands Projets, qui s'est transformée d'ailleurs pour éventuellement pouvoir intervenir sur certains nombres de SERM. Mais dans ce financement de l'investissement, on a évidemment un financement en grande partie par emprunt, avec un remboursement de l'emprunt, emprunt à long terme, naturellement. Et même si on ne peut pas souscrire un emprunt sur une durée suffisante pour amortir la réalisation, ben on sait qu'on sera amené de toute façon à un moment donné à refinancer l'opération, comme ça s'est fait pour toutes les grandes infrastructures. Voilà. Et donc, du coup, le sujet, c'est de savoir comment est assuré le remboursement de l'emprunt et le paiement des frais financiers. Donc, effectivement, en ce qui concerne la société, enfin le Grand Paris Express, ça se fait d'une part par une taxe spécifique, une surtaxe spécifique, qui est une taxe Grand Paris Express, hein, qui est perçue sur l'ensemble des propriétaires, puisque maintenant il n'y a plus de taxe d'habitation, mais en tout cas sur la taxe foncière bâtie, il y a une taxe supplémentaire. Voilà, c'est perçu par tout le monde, qu'il soit utilisateur ou pas. Et ça donne lieu aussi à des dotations d'État pour compenser la surtaxe qui aurait été perçue sur la taxe d'habitation. Voilà. Donc il y a ça qui arrive. Ça, c'est pour la Société du Grand Paris, hein. Île-de-France Mobilité n'est pas concernée. Et puis, il y a évidemment la redevance d'utilisation que doit payer et que devra payer Île-de-France Mobilité pour utiliser le réseau propriété de la Société du Grand Paris. Enfin, construit par la Société du Grand Paris pour un mort. Voilà. Alors, il y a un sujet, moi, qui me paraît très intéressant, qui n'a pas été utilisé sur le Grand Paris Express, qui est le recours à des entreprises publiques locales, dont l'actionnariat, vous le savez, ce sont les collectivités locales. Ça peut être aussi éventuellement, dans des cas particuliers, l'État, afin que cet endettement ne soit pas comptabilisé dans la dette publique. Ça, c'était très intéressant. Et tout à l'heure, vous parliez de l'Allemagne. En Allemagne, ces réseaux de transport ont été financés par des entreprises publiques, c'est-à-dire des entreprises qui fonctionnent comme des entreprises, mais
dont l'actionnariat est public et notamment détenu par les lenders et par les grandes villes et donc amorti par la redevance d'utilisation payée par l'exploitant. C'est très intéressant parce que précisément, cette dette n'est pas comptabilisée dans la dette publique et donc ça fausse évidemment toujours les comparaisons. Lorsqu'on compare le niveau de dette publique en France et dans d'autres pays, bah, à partir du moment où un certain nombre d'investissements qui sont en France des investissements publics menés directement sous maîtrise d'ouvrage des collectivités locales ou de l'État, eh bien, cette dette est comptabilisée dans la dette publique. Quand il s'agit d'entreprises publiques dans l'actionnariat public, ce n'est pas comptabilisé de la même manière. Voilà, je voulais vous dire ça parce que c'est quand même un sujet qui me paraît intéressant. J'en ai parlé à plusieurs reprises avec un certain nombre de membres du cabinet ministériel et c'est quelque chose qui semblait quand même un peu, enfin, qui n'avait pas totalement perçu. En clair, c'est pas parce qu'on fait de l'investissement public, c'est-à-dire destiné à un service public, que c'est forcément de la dette publique. C'est le message, premier message à faire passer. Deuxième message, c'est qu'en effet, et Jean-Claude a insisté là-dessus, avant d'aller plus loin, il faut avoir en effet une idée de la façon dont on va financer l'exploitation. Sur le financement de l'exploitation, l'accord qui a été passé en Île-de-France, ça a été d'une part une augmentation du plafond du versement transport, et on ne peut pas dire que ça se soit passé forcément avec un grand enthousiasme de la part des employeurs. Je dis des employeurs, je ne dis pas des entreprises, parce que vous n'ignorez pas que les employeurs publics aussi payent le versement transport. Donc, ça n'est pas passé comme ça de la part des employeurs, mais enfin, ça a été décidé. Donc, le Parlement a voté une augmentation du plafond qui permettait une partie des financements. Il y a eu un élément très important, donc Jean-Claude a parlé des touristes, en réalité, ça s'exprime par le triplement de la taxe de séjour. C'est-à-dire qu'une taxe de séjour, par exemple, à 2 euros par jour, qui est perçue essentiellement par les communes et en partie par les départements, aujourd'hui, eh bien, cette taxe de séjour, elle monte automatiquement à 6 euros par jour sur toutes les de France. Et sur ces 6 euros, il y a 4 euros qui vont précisément au financement des transports en commun. Donc, c'est un élément assez important. C'est un surcoût, enfin, c'est un coût important. Alors, ce n'est pas payé par les habitants, c'est payé par les touristes, mais en fait, tout de même, c'est une augmentation tout à fait importante que ne manquent pas d'ailleurs de regretter naturellement les hôteliers et autres hébergeurs. Donc voilà en gros les principales mesures qui ont été prises et qui figurent donc dans le protocole. Il y a une petite hausse aussi du forfait, mais qui n'est pas très importante en fait cette année. Donc voilà ce qu'on peut dire. Je préfère peut-être que Jacques en dise un peu plus et puis que répondre peut-être à vos questions. Moi, je peux rester avec vous jusqu'à moins le quart à peu près. Voilà. Donc, moi, ce que je voulais rebondir un petit peu, donc il y a en partie, vous avez répondu à, par exemple, la question de Nicolas Strassarino du collectif REM Lyon, qui parlait justement sur reprendre le modèle de la SGP. Et donc là, vous avez développé autour en disant qu'il n'y avait pas que ce modèle-là et qu'on pouvait peut-être voir d'autres manières de faire. Oui, Oui, excusez-moi, parce qu'il y a un truc trompeur. Hein. oui, La SGP s'appelle la Société du Grand des Paris. grands Maintenant, groupes, la Société des Grands Projets, mais ce n'est pas une société, c'est un établissement public. tout à fait. C'est un peu trompeur, le mot, hein, le nom. Tout à C'est-à-dire qu'en fait. fait, il n'y a pas de. Voilà. Et donc, j'avais deux autres questions qui pouvaient tout à fait aussi. Alors, sur la. Oui, donc il y avait cette idée quelle est l'articulation entre la structure de gouvernance et la structure de financement? Donc, Oui, bah, c'est une c'est-à-dire. autre manière de poser la question. Oui, oui. Bah, là, si vous voulez, le système, enfin, donc, conceptuellement, est assez simple. C'est une question, pardon, c'est une question de Nicolas Duvic, hein, de Ouais. Montpellier Méditerranée Métropole. Donc, quelqu'un qui est complètement concerné Oui, par le mais il y sujet a, il y a une collectivité sépa- il y a- territoriale. il y a une séparation assez nette. À l'origine, la Société du Grand Paris avait été créée par la loi de 2010. Elle a été créée à la fois pour construire le réseau du Grand Paris Express, et en même temps, elle avait une vocation aussi d'aménageur sur les quartiers de gare, les nouvelles gares qui étaient créées au nombre d'à peu près 70.
Donc, il y a une vocation d'aménageur. Alors, cette vocation d'aménageur, elle l'a un peu, mais bon, elle l'a moins probablement que ne l'imaginait le législateur de l'époque, qui donc passait assez, assez tranquillement sur la tête des maires en disant, bon, bah, oui, les maires, bah, on va considérer que c'est nous qui prenons la main, puis c'est comme ça. Ben, en réalité, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Et les contrats de développement territoriaux qui avaient été signés à l'époque, au début de la mise en place de la Société du Grand Paris, entre l'État et les communes, finalement, cette formule-là qui n'était pas mauvaise, mais n'a pas vraiment prospéré ensuite à l'aune des changements gouvernementaux, etc. Enfin, voilà. Le réseau, lui, est resté, le reste n'est pas tellement resté. Ça, c'est la première chose. Donc, la Société du Grand Paris avait aussi comme objectif, en tant qu'aménageur, de réaliser un certain nombre, j'allais dire, de plus-values sur l'aménagement des zones de gare. Et ça, elle ne va pas le faire, de mon point de vue, ou elle va le faire beaucoup moins que ce qui pouvait être envisagé. C'est la raison pour laquelle la Société des Grands Paris, elle va financer le remboursement de ses emprunts, à la fois par une taxe particulière dont j'ai parlé, et puis par la redevance que paiera justement l'exploitant. Voilà. Hmm. Et l'exploitant, bah, lui, il exploite, quoi. Voilà. Et donc, il paye les rames, voilà, il paye les rames, il paye les agents, enfin, il paye, il délègue. Enfin, après, il fait des délégations de services auprès d'opérateurs comme la RATP et la SNCF. Alors, moi, j'avais une autre question aussi qui était de Hervé Cobot, qui est avocat spécialisé dans le domaine des transports. Il posait la question de pourrait-on, selon vous, imaginer une augmentation du plafond du versement mobilité dans les territoires qui en ont besoin et où les entreprises sont suffisamment prospères? Enfin, le versement mobilité, c'est une taxe. Donc, de toute façon, elle C'est s'applique, ça. que l'entreprise soit prospère ou pas. Oui, mais oui, alors Oui, bon, ouais. l'idée, ça serait peut-être qu'il y ait des zones où on pourrait le Oui. faire et des zones où on le Ah, ferait moins. voilà, ben, c'est ce qui se passe en Île-de-France. Il y a des plafonds par zone. C'est pas le même plafond dans les Hauts-de-Seine. Bon, voilà. En tout cas, c'est toujours possible. Le versement mobilité, vous savez, il a un certain niveau. Vous rajoutez 0,20% ou 0,25% de plus. Bah, voilà, c'est simplement une décision à prendre. Après, derrière, à un moment donné, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que ce serait compris par les employeurs? Il faut l'expliquer, il faut en faire la pédagogie, ce que d'ailleurs Jean-Claude Degan a fait tout à l'heure un petit peu en expliquant quels étaient les apports en fait de ces modes, de ces réseaux de transport. Voilà. Donc après, ce sont essentiellement des décisions à caractère politique. Eh bien, ne quittons pas le caractère politique de tout ça. Et donc, nous avons un deuxième élu dans nos invités que je remercie, c'est Jacques Baudrier. Donc, bah, de manière assez libre, si vous pouviez commenter notre travail sur la note de problématique et l'enrichir de votre vision des choses. Bonjour, merci à tous et tous. Vous m'entendez, c'est bon? On vous entend, enfin, personnellement, je Oui. vous entends très bien. Je pense que c'est bon. D'accord. Ok, donc, alors, quelques éléments, vous dire d'où je vous parle. Donc là, je suis actuellement adjoint à la maire de Paris en charge du logement, mais je suis également administrateur d'Île-de-France Mobilité depuis 10 ans, depuis 2014. Et également, j'ai été, par le passé, j'ai travaillé au sein du département du Val-de-Marne autour du projet du Grand Paris Express. En gros, je suis celui qui était chargé de trouver des financements. Enfin, du côté gauche, je suis élu communiste et le département était à l'époque communiste. Et donc, je dirais que c'est moi qui ai travaillé pour l'équipe de gauche pour trouver des financements. Et je dirais que j'étais l'équivalent de Gilles Carrez dans l'équipe de droite, mais comme je vais pouvoir vous l'expliquer, on a beaucoup convergé sur ces questions-là. Voilà, donc, je me suis occupé du financement du Grand Paris Express à partir de 2006, je dirais, jusqu'aux derniers amendements votés en 2019, donc pendant 13 ans. Donc, j'ai un peu de l'histoire de la création de ce projet. Alors, donc déjà, pour revenir sur le Grand Paris Express, je pense que ce modèle est tout à fait transposable au RER métropolitain, parce que de fait, les RER métropolitains, c'est un grand investissement dans l'ensemble des autres grandes métropoles, à peu près du même ordre, avec la même vision que le Grand Paris Express. Donc c'est totalement comparable.
Nous, à l'époque, il y avait, dans le contrat de plan État-région Île-de-France, il y avait 200 millions d'euros d'investissement par an pour les nouvelles infrastructures de transport en commun en Île-de-France. Il y a par exemple 100 millions pour le logement et l'aménagement. Donc, si on voulait construire un métro qui valait au moins 20 milliards d'euros, avec 200 millions par an, vous voyez, on en avait pour 100 ans au minimum. Donc, c'était totalement impossible. Donc, c'est pour ça qu'on a été un certain nombre d'acteurs à travailler sur des nouveaux financements et des financements dédiés. Donc, dès le départ, hein, dès 2006, hein, j'ai produit des premières notes là-dessus. Alors, le sujet était quel financement? Et quel financement? Pour le fonctionnement, c'est classiquement l'augmentation du versement mobilité. Il y a eu de très nombreuses hausses du versement mobilité en Ile-de-France. Il doit y avoir 4 ou 5 amendements au projet de loi de finances qui ont été votés. Le premier, justement, ça a été en 2010, et puis il y en a eu encore en 2012, en 2014, enfin, puis de 2021, c'est encore un dernier amendement, mais ça doit être le cinquième. Et pour les financements de l'investissement, Oh non. Ah, petit problème de connexion. Bien. Donc, comme dirait, ce sont les problèmes du direct. vous Euh, entendez, je suis ah, revenu. ça y est, vous êtes revenu. On s'inquiétait Je ne beaucoup. sais pas ce qui se passe, mais le Zoom, de temps en temps, me vire. Oui, on vous a Euh, en double, mais apparemment, c'est bon. D'accord, voilà. Donc, en gros, dès le départ, nous, on a cherché un financement dédié. Alors, moi, je vais dire nous parce que, en gros, moi, j'ai fait ça dans mon bureau et Gilles Carrez a fait, on s'est rencontrés après, 1 ou 2 ans après, mais en fait, il a fait exactement la même démarche que moi, mais dans son bureau de l'Assemblée nationale. Et on est arrivé à peu près aux mêmes conclusions. Donc, le sujet, c'est de trouver une recette pérenne assise sur le territoire de l'Île-de-France pour que des députés de toute la France le votent. Parce que si on avait prélevé de l'argent en province pour financer un transport Île-de-France, il y avait peu de risques qu'on y arrive. Donc, tant pour l'exploitation que pour le financement, on pouvait s'arrêter tout de suite de penser à un métro. Et d'avoir une recette pérenne sur une assiette assez large et dynamique de long terme. Il se trouve qu'en Ile-de-France, il y a une spécificité, c'est qu'on a 55 millions de mètres carrés de bureaux, un outil fiscal qui existe, la taxe locale sur les bureaux, et que ces bureaux, en fait, ont une valeur en termes au mètre carré qui a énormément augmenté depuis les années 2000. Et déjà en 2006-2008, elle avait déjà commencé à beaucoup augmenter, et dont les recettes locatives, les niveaux de loyer ont énormément augmenté dans cette période. Donc on est 55 millions de mètres carrés avec bien 10 000 euros du mètre carré. Donc vous voyez, ça vous fait de 550 milliards avec des augmentations de valeur de centaines de milliards. Donc, voilà. Donc on a quand même une assiette fiscale énorme. Il faut savoir que la valeur des bureaux en Ile-de-France est beaucoup, beaucoup plus importante voilà, que dans le reste de la France. Et surtout, la valeur des bureaux à Paris, dans les Hauts-de-Seine, n'a rien à voir avec la valeur des bureaux à Lyon, Marseille ou même à Marne-la-Vallée ou Évry. C'est une valorisation du capital souvent 3, 4, 5 fois plus importante. Et les loyers beaucoup, beaucoup plus importants aussi. Donc voilà, il y a une base fiscale énorme. Donc moi, comme Gilles Carrez, on s'est dit, la base fiscale numéro un qui est ultra valorisée en Ile-de-France, c'est l'immobilier de bureau. Il y a déjà une taxe qui existe, qui est très faible. Il suffit de l'augmenter. Pour vous situer, depuis 15 ans, l'immobilier de bureau dans la zone la plus rentable, le prix moyen de loyer est passé de 450 à 700 euros du mètre carré. Donc pour des biens pour des foncières qui ont gardé leurs biens, en gros, ils gagnent 250 euros au mètre carré de plus. Donc nous, on a proposé des augmentations de taxes qui cumulées ont abouti à prendre 12 euros au mètre carré de plus. Donc vous voyez, l'acteur qui a gardé son bureau depuis 20 ans, il a gagné 250 moins 12, il a quand même gagné 238. Donc la taxe qu'on a ramenée est peu importante et extrêmement faible. Et pourtant, avec cette taxe, on a pu financer cette année la SGP à 800 millions d'euros de recettes, dont 600 millions de la taxe bureau. Donc, et cette taxe bureau additionnelle a été créée le 26 décembre 2010 par amendement au projet de loi de finances, avec la création de cette taxe bureau, et puis d'autres petites taxes. Alors, il y a la taxe de sous-taxe additionnelle, la taxe de séjour, qui avait été proposée par Gilles Carrez, une taxe sur le TSE, comme sur les PFIF. Il y avait déjà eu les attributions publiques foncières de la France qui avaient été financées par une taxe dédiée de 100 millions en 2006. C'était notre premier exemple. Et en gros, on avait eu 100 millions pour l'établissement public foncier d'Île-de-France en 2006, et on a eu en 2010 pour le Grand Paris 400 millions de recettes. Et puis, au fur et à mesure de l'évolution du coût du Grand Paris, on a fait des amendements. Le groupe communiste dépose depuis 2008
tout PLF, tout PLFR, des propositions d'augmentation de ces recettes pour le Grand Paris et pour les transports en Île-de-France. Donc, on a régulièrement des propositions et on a obtenu des votes avec, je vous passe les détails, mais en 2010, donc 400 millions, puis en 2012, en 2014, en 2016, en 2018, en 2019. Donc, c'est le gouvernement de François Fillon-Sarkozy qui a voté la première taxe. Après, c'est Ayrault, après, c'est Valls, après, c'est encore Valls. Et ensuite, c'est 2 fois Édouard Philippe. Donc, en gros, tous les gouvernements, jusqu'à cette législature-là, ont voté des augmentations de la taxe locale du bureau et on est arrivé à 800 millions. On est passé la première fois à 400, puis 450, 500, puis 800 en 2000. Donc, voilà. Donc, on a sans arrêt labouré le même. Et on est arrivé à 12 euros du mètre carré en zone centrale. Et on a même redéfini les zones au fur et à mesure, je vous passe les détails. Ben, c'est un travail permanent d'échange avec les administrations fiscales, de lobbying, etc. Donc et moi, je fais ça depuis 15 ans. Quoi. Et je continue d'ailleurs, hein, ça continue. Ça. On n'a pas gagné depuis, mais depuis, on continue à faire les amendements. Et ce qui nous a permis de passer d'un niveau de financement de 200 millions via des contrats de plan à 3 milliards d'euros par an, grâce aux emprunts générés. Cette recette de 800 millions a permis de multiplier par 15 le niveau d'investissement. Alors, que l'on comprenne bien, cette taxe est affectée à la Société du Grand Paris. À la Société du Grand Paris pour rembourser les prêts qu'elle et contracte. une partie de cet argent donc, finance le Grand Paris Express et on a aussi piqué du fric à la caisse du Société du Grand Paris, de mèches tous ensemble, pour financer des projets du contrat de plan. Donc, pour la ligne 11, dont le prolongement a été inauguré il y a 15 jours, a financé 400 millions via le fric aussi de cette taxe. Il n'y a pas eu que la SGP. Le RER Ouest, il y a eu plus d'1 milliard financé par cette taxe aussi. Donc, c'est le Grand Paris et plein d'autres projets. En gros, nous, notre but avec un certain nombre d'acteurs, c'est d'engager le maximum de recettes et avec ça, on finance tout ce qu'on peut. Voilà, pour dire les choses. Et pas que le Grand Paris Express, on finance tout. C'est notre recette majeure. Et en plus, on a réussi à obtenir des arbitrages et que le contrat de plan est passé de 200 millions à 500 millions. Et je dirais, mais dans l'essentiel de la recette en plus, c'est la recette dédiée pour et pour le versement mobilité, on a fait sans arrêt des augmentations de versement mobilité. Et le dernier amendement qui a été de 800 millions, je tiens à vous dire que ça ne permet pas du tout de financer l'exploitation du Grand Paris Express. Valérie Pécresse et Clément Beaune vous ont raconté ça, mais il ne faut jamais croire à des gens qui vous racontent ce genre d'histoire. C'est de vagues bobards. Je suis administrateur de Île-de-France Mobilité. Aujourd'hui, Île-de-France Mobilité, nous, ce qu'on nous raconte, c'est que juste pour permettre, sans financer le Grand Paris Express, de remettre à flot les finances d'Île-de-France Mobilité, il ne fallait pas 800 millions, il fallait plus d'1,5 milliard. Pour arrêter l'envolée de la dette, qui est le problème de Valérie Pécresse, c'est qu'on a demandé des financements de 2006 à 2015 et qu'elle a arrêté d'en demander. Et que là, il en a demandé, il en a obtenu en 2021, mais beaucoup trop tard. Donc là, elle a 800 millions de plus, mais ça ne permet pas de couvrir le paiement de la dette et le paiement de salaire de salariés de la RATP-NCF à un bon niveau, ce qui fait que les transports dysfonctionnent. Et ça paye, il y a 0 € pour payer le fonctionnement du Grand Paris Express là-dessus. Donc il manque encore 700 millions pour mettre à flot Île-de-France Mobilité. Et en plus, il faudrait 1 milliard, 1,5 milliard pour le Grand Paris Express. Mais on n'est pas du tout. Les investissements. On est très très loin de l'équilibre et il nous faut encore, en gros, on est encore à gagner 2 milliards en plus, au-delà de ces 800 millions. On est très loin de ce qu'il faut. Mais c'est normal parce que le Grand Paris Express, c'est énormément de fonctionnement à payer en plus. Tout ça était prévu. Dès 2010, les ordres de grandeur dont on parle aujourd'hui avaient déjà été prévus ça, dans les stats de Île-de-France Mobilité. Ce n'est pas une surprise. Ce que je vous raconte, je disais la même chose il y a 15 ans. C'est très facile à prévoir sur le long terme. Donc voilà, pour le fonctionnement des SER, moi je pense que l'augmentation du versement de mobilité me paraît clairement le mode de financement à trouver, avec le codicile que les bases fiscales ne sont pas de tous les mêmes suivant les zones. À Limoges ou à Metz, ce n'est pas la même base fiscale qu'autour de Saint-Lazare. Le prix de location d'un mètre carré de bureau dans le QCA standard, c'est de 700 € du mètre carré. Je pense qu'à Metz ou à Limoges, ça doit être moins de 100 € du mètre carré, ou 100 € du mètre carré, 7 fois moins. Donc la base fiscale est ridicule. Et en plus, le nombre de mètres carrés de bureaux est ridicule aussi. Donc donc les versements mobilité qui touchent ces entreprises ont des bases fiscales beaucoup plus faibles. Donc moi, je pense qu'il faut trouver du versement mobilité additionnel pour financer les SERM et le fonctionnement. Mais je pense qu'il y a un sujet de péréquation. Si on veut beaucoup augmenter le financement de l'exploitation des SERM et comme de l'ensemble des transports publics, il y a un sujet de péréquation nationale et je pense qu'il faudrait
plus augmenter le versement mobilité dans la zone très centrale de l'Île-de-France, c'est-à-dire une zone très restreinte, hein, c'est-à-dire le premier, le Paris-Centre, le 8e, le 9e arrondissement, le 16e, le 17e, le 7e, le 8e, même pas le 15e, et juste de Neuilly-sur-Seine à la Défense, mais sans même Rueil-Malmaison, une zone où vous avez 15-20 millions de mètres carrés de bureaux, donc à l'échelle française, c'est juste une petite partie de Paris et de Haute-Seine, mais où vous avez peut-être presque la moitié de la valeur marchande des bureaux de France. Donc c'est un tout petit périmètre là, et donc d'une base fiscale énorme. Donc je pense qu'il faudrait qu'il y ait un versement mobilité additionnel sur cette zone qui puisse alimenter tous les versements mobilité un peu partout en France. Parce que la base fiscale est énorme. Donc voilà, moi je pense que le versement mobilité est l'outil, mais si on veut beaucoup augmenter, il faut augmenter avec un aspect péréquation. Après, sur l'investissement, vous êtes dans des ordres d'idées de 30 milliards d'euros. On est comparable au Grand Paris Express. Nous, on pense que la base fiscale, il y a plusieurs types de recettes qu'on peut prendre. Il y a le malus automobile, par exemple, qui peut être augmenté très fortement, mais de notre point de vue, il doit plutôt être utilisé pour financer le leasing social et les bonus écologiques. On a la taxe sur les aéroports, qui est une taxe qui a été utilisée pour financer, je ne sais plus quoi, mais qui a été utilisée par le gouvernement, je crois que c'est sous Villepin, non ou après, mais qui finalement a été mise en œuvre, mais pour financer quelque chose qui n'avait rien à voir avec ce qu'on voulait, mais qu'on avait proposé à l'époque avec Gilles Carrel, et qui n'a pas été pris. Mais ça, nous, on pense que ça doit financer aussi des investissements dans les sports. Ça peut être une base. Il y a une base fiscale très importante. On pourrait imaginer une taxe sur le transport aérien. Sur les jets privés, ça peut vous financer facilement 500 millions d'euros par an. Enfin, vous voyez, c'est une base fiscale très costaud. Hein. Et le transport aérien, ça, l'augmenter les taxes d'aéroport qui sont très faibles en France, vous avez une base fiscale de plusieurs milliards d'euros. Donc voilà, il y a de quoi faire. Et ça peut être une source. C'est pas ce qui a été obtenu pour le Grand Paris Express, mais c'est une source très importante qui peut être mise à profit et on peut gagner beaucoup d'argent, plusieurs milliards. Il y a de quoi de financer. En gros, pour financer les Serbes, il faut à peu près 600-700 millions de base fiscale par an. Avec une taxe d'aéroport, on peut tout financer sans problème. Et rien qu'avec les jets privés, on peut financer tous les Serbes. Et donc, c'est une grosse base fiscale. Ça peut être une option. Si on veut faire exactement comme pour le Grand Paris Express, moi, la taxe locale sur les bureaux, juste avec ce même territoire, je pense qu'il serait du sens de créer une taxe bureau la même que celle d'Île-de-France, avec des taux bas de 10 euros du mètre carré maximum, qui rapporterait peu, qui ne rapporterait pas de quoi financer les Serbes ou qui financerait les contrats de plan, ça aurait du sens qu'il y en ait un peu partout quand même, mais qui avec une base fiscale faible, mais c'est pas avec la taxe bureau de Limoges qu'on va financer le Serge de Limoges ou avec la taxe bureau de Metz qu'on va financer le Serbe de Metz. Pas du tout. C'est pas avec la taxe bureau de Lille, Roubaix-Tourcoing qu'on va financer le projet des Hauts-de-France à 5 milliards d'euros. Pas du tout. Et que l'essentiel de la ressource doit venir dans une logique de péréquation de l'endroit où il y a la plus grosse base fiscale, c'est-à-dire cette zone premium du versement mobilité, parce qu'on a obtenu la création pour le versement mobilité d'un taux plus fort dans cette toute petite zone premium. On ne l'a pas encore obtenu pour la taxe locale du bureau, malgré nos amendements depuis 10 ans, mais on l'a obtenu pour le versement mobilité. Donc il faut créer cette zone premium de la taxe bureau qu'on demande depuis 10 ans et flécher ces investissements. Donc par exemple, les 12 euros du mètre carré, si vous rajoutez 20 euros du mètre carré pour financer des Serbes, fois 20 millions de mètres carrés, ça vous fait 400 millions de recettes. Si vous rajoutez 30, ça vous fait 600 millions de recettes. Et vous financez tous les Serbes. Donc, si vous voulez, mon calcul, c'est que juste ces petites communes des Hauts-de-Seine et les bureaux du centre-ouest de Paris, pas les bureaux sans le 15e, sans le 18e, sans le 11e, ça vous finance tous les Serbes, tout le financement des Serbes, et c'est tout. Et je pense que pour dégager un peu de marge, mais il y a d'autres choses à financer que les Serbes, on pourrait rajouter pour 200 millions d'une taxe bureau dans l'ensemble de la France. Ça ferait un peu de sous en plus, et puis histoire que Paris ne paye pas 100% d'investissement. Mais je pense que la vraie base fiscale, et je vous rappelle les chiffres, hein, 450 euros, 700 euros. Donc on leur a pris 12 euros, il leur en reste 238. Vous leur en prenez 20 ou 30 de plus, il leur en reste 208. Donc, ces gens-là ont quand même gagné des milliards d'euros de recettes en dormant, ces propriétaires. Chaque fois qu'on a augmenté la recette, nous,
en 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2019. Ils commencent à nous connaître, hein, donc ça fait 6 fois qu'on leur remonte la taxe bureau. Ah, le MEDEF nous fait un communiqué de presse en disant que c'est horrible et qu'on va se faire écrouler l'économie. Et moi, je réponds aux journalistes, les amis, vous avez gagné 250 euros, en tout, vous a pris 12. Ne nous racontez pas d'histoire. Il n'y a personne qui va s'écrouler et vous n'avez jamais gagné autant d'argent de votre histoire que durant cette même période. On vous a juste pris un petit pouillème de cette histoire et ça nous permet de financer le plus grand investissement public de ces 20 dernières années, c'est-à-dire le Grand Paris Express. Donc je pense que les Serbes, ces braves gens, nous ont financé le Grand Paris Express, ces propriétaires de bureaux à Saint-Lazare, sur les Champs-Élysées. Je pense qu'ils peuvent financer tous les projets de Serbes dans toute la France sans aucun problème. Et ça me semble tout à fait simple. Et je pense que c'est la façon la plus simple d'y arriver parce que les fonctionnaires de Bercy, il y a 2 personnes qui travaillent, ça change tous les 3 ans, je ne connais pas les derniers, ils ont changé récemment, qui travaillent là-dessus, ils sont habitués, ça fait 15 ans qu'ils pondent des notes sur l'augmentation de cette taxe, et sans arrêt, il y a des amendements au projet de loi de finances avec cette augmentation. Vous pouvez compter sur les communistes, dès le prochain PLFR, il y en aura encore, c'est moi qui les rédige. Donc moi, ça fait déjà plusieurs années que je mets des financements, on dit il faut augmenter la taxe bureau dans ces zones de Paris pour financer des investissements ailleurs en France. Et dans le prochain amendement, je rajouterai virgule les Serbes. Et voilà. Et donc, moi, c'est en tout cas de l'expérience politico-administrative qu'on a créée. Et je ne vous cache pas que Jean-François Monteils, quand il a créé la Société du Grand Projet, une des premières choses qu'il a faites, c'est qu'il allait voir tous les gens comme moi, pas que moi bien sûr, qui ont travaillé dans cette histoire. Il a expliqué, moi je vais faire voter un projet de loi pour les Serbes, et après je me démerderai pour faire augmenter la taxe bureau pour emmener du fric. Donc ce monsieur est totalement de mèche avec nous et il a bien raison. Et il n'est pas de mon camp politique, mais il fait très bien. Donc il y a dans toute la sphère politico-administrative, on pense tous la même chose. C'est comme ça qu'on va y arriver. Et l'amendement fait 2 lignes. Donc il suffit qu'il passe et vous avez vos 30 milliards. Mais la personne qui vous dit ça est un des acteurs, il n'y a pas que moi, qui a contribué à obtenir 40 milliards de recettes. Donc ça donne un poil de crédibilité. Voilà, je vous remercie. Oui. Merci beaucoup, Jacques Baudrier. Ce qui est sûr, c'est que quand on déploie quelque chose comme ça sur le territoire national, les problèmes de péréquation sont évidents parce que les territoires, si on veut qu'il y ait, enfin tous les territoires, bien sûr, n'ont pas les mêmes moyens de lever des taxes ça a été, vous l'avez très bien dit, à sur leur propre périmètre, hein. Donc, il faut pouvoir trouver de quoi faire décoller les RER métropolitains et les RER en région. Je vais passer, on va changer, on parlait des entreprises et là je vais donner la parole à Arnaud Léger. Merci Arnaud d'avoir accepté d'intervenir. Donc, un autre éclairage sur cette note de problématique sur le financement. Et je vous passe la parole. Merci à l'association effectivement de m'inviter dans le rôle du technicien. Donc, transmission effectivement un cabinet de conseil indépendant, des opérateurs de transport qui accompagnent du coup exclusivement les collectivités. Donc notre rôle, notre métier, c'est tous les jours d'accompagner les collectivités dans l'amélioration et l'exploitation de leurs services de mobilité. Donc les coûts d'exploitation, c'est notre quotidien, peut-être plus que les coûts d'investissement d'ailleurs. Et on peut noter souvent que les coûts d'exploitation peuvent être les oubliés effectivement des projets. Et je trouve ça très positif du coup que l'association mette en avant, même dans un premier temps, les coûts d'exploitation avant les coûts d'investissement. Donc, je vais revenir effectivement sur le comment financer avec les pistes qu'a évoquées Jean-Claude et François. Mais je voudrais zoomer un petit peu sur le combien financer, même si ça a été déjà un petit peu évoqué. Donc, c'est vrai qu'on a commencé, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont suivi, une publication, une série d'articles sur notre site web Transmission. Donc, depuis le début de l'année, avec d'abord la liste des projets. L'article 2 était sur justement ces coûts d'exploitation, donc je vais revenir dessus. Le troisième sur la démarche d'accompagnement des collectivités sur leur labellisation SERM. L'article 4 ne va pas tarder, il sera sur les CPER, donc ces fameux contrats plan État-région dans lesquels apparaissent les projets SERM et donc une partie de leur financement.
Et il y aura cet été aussi un article sur les coûts d'investissement. Et plus à venir, on va continuer effectivement, sûrement faire d'ailleurs une seconde saison en 2025, donc surtout rester connecté sur ce canal-là. Donc je voudrais effectivement commencer par cet article qu'on a publié sur l'estimation des coûts d'exploitation, avec bien sûr toutes les précautions qu'il faut prendre, mais c'est bien qu'il y ait plusieurs sources du coup dans ce type d'exercice. Et donc effectivement, on voit que les sources sont plutôt concordantes, puisque sur le court terme, nos estimations effectivement arrivent à 350 millions d'euros. Donc Jean-Claude a évoqué 300 millions, donc on voit qu'on est dans le même ordre de grandeur, donc probablement dans le vrai. Après un plus long terme, effectivement, nous, on a chiffré un peu moins d'un milliard. Donc, Jean-Claude a évoqué le chiffre de 1,5. Je pense que là, ça dépend comment on regarde effectivement la projection à long terme. Donc, en tout cas, on sait qu'on est dans une grande enveloppe entre 1 et 1,5 milliard d'euros. Donc, notre rôle, effectivement, nous, c'est un peu de benchmarker. Donc, on aime bien comparer, du coup, pour amener des éléments techniques. Donc, si on regarde l'Île-de-France, effectivement, les RER franciliens aujourd'hui, on est à peu près sur 1 milliard 6. Donc, ça, on peut le comparer effectivement à ce chiffre des 900 millions ou des 1,5 million à long terme. Les TER, c'est 3,5 milliards aujourd'hui sur le territoire français au niveau des trains express régionaux. Donc voilà les ordres de grandeur qui ressortent. Donc on peut les comparer de cette façon-là. Donc peut-être juste quelques mots de la méthode qu'on a employée, une méthode tout à fait théorique, mais qui est la base un petit peu du transport de voyageurs. C'est de prendre le nombre de kilomètres train parcouru et de le multiplier par un coût unitaire. Donc après, je vous laisserai ceux qui le souhaitent aller lire l'article détaillé, mais voilà comment on a procédé, donc, tout simplement en calculant quels seront le nombre de trains kilomètres pour les Serm. Donc pour cela, c'est grâce notamment à l'AG de l'association Objectif Erreur Métropolitain, où une intervention de SNCF Voyageurs nous a permis d'avoir le pourcentage des TER City. Donc vous savez, il y a les TER City, les TER Chrono et les Proxy. Et donc les cities sont ceux qui se rapprochent le plus des Serm. Donc on a utilisé ce chiffre-là, donc issu encore une fois de l'atelier de travail qui a eu lieu le 25 avril. Et puis après, on a pris des hypothèses effectivement de court terme et de long terme d'augmentation de l'offre. Donc on a nos chiffres du coup de nombre de trains kilomètres. Après, il faut venir calculer un coût unitaire. Le coût d'exploitation TER, on le connaît, il est de 26 euros au train kilomètre en France. Il est un peu plus élevé que dans d'autres pays européens, mais il est de 26 euros par train kilomètre. Donc, on avait une étude en plus en interne de transmission qui datait de quelques années, qui nous donnait le pourcentage des différents postes. Par exemple, le personnel qui a 22% des coûts. Donc, dans le ferroviaire, c'est bien inférieur par rapport à l'urbain, où c'est plutôt 60%. Donc 17% de redevance d'infrastructure, la maintenance 15%, les matériels roulants est à 15% également. Donc tous ces chiffres sont disponibles dans l'étude. Donc par rapport à cette répartition-là, on a ensuite pris des hypothèses en repartant du coût TER et en l'appliquant au CERM, donc à court terme, donc c'est-à-dire sans achat de matériel roulant, et à plus long terme avec achat de matériel roulant. Donc une fois cet exercice fait, on arrive à avoir un coût unitaire pour la collectivité, puisqu'on sait qu'on a une part de recettes de l'ordre de 30%, donc de l'ordre de 7 euros à court terme et d'une dizaine d'euros à long terme. Donc c'est comme cela qu'on arrive à obtenir les chiffres que je vous ai cités au début de mon intervention, donc en termes de méthode. Donc c'est un calcul très théorique, bien évidemment, mais donc après chaque projet doit être regardé précisément et probablement modélisé avec des outils qui sont utilisés par des cabinets comme le nôtre, par exemple. Bien. Donc je reviens Oui, juste un petit peu sur les pistes. Je sors du combien pour revenir vers le comment. Donc, toutes les pistes évoquées par l'association, que ce soit le VMA, les taxes touristiques, les concessions, la fin des concessions autoroutières aussi, les taxes sur les bureaux sont bien sûr des pistes à étudier dans le cadre de la conférence de financement qui aura lieu. Je voulais pointer que Transmission est un cabinet aussi international. Donc,
pas seulement allemand, on regarde aussi les pays européens. Et donc, on regarde comment sont financés aussi les transports publics, bien sûr, dans ces autres pays. Et on se rend compte à ce moment-là à quel point notre versement mobilité est un bien précieux et une source de financement précieuse. Et donc, il faut on en soit conscient. Et donc, puisqu'effectivement, nos taux de recettes sur dépenses, qui est l'indicateur de rentabilité finalement d'un service de transport, il y a aux alentours de 30%, que ce soit d'ailleurs pour le ferroviaire ou pour l'urbain, on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. C'est vrai que l'effet Covid a fait un peu de mal à ce ratio, bien sûr, il a pu baisser à 20, voire 15%, ce qui a forcément interrogé à certains moments. Mais c'est vrai, du coup, ça pose la question effectivement de l'implication des entreprises. Donc, ça a été dit aussi, mais je pense que c'est important. Et nous, on essaie aussi au quotidien dans nos projets de bien prendre en compte les attentes aussi des entreprises et puis de mettre en avant les bénéfices retirés, que ce soit en termes de stress, par exemple, en moins, donc plus de productivité pour les salariés, sur le pouvoir d'achat également. Et ça ouvre aussi éventuellement la porte à la réflexion sur la tarification. Euh, Voilà. la Alors, tarification, juste un petit juste pour mot. t'interrompre, Oui, Arnaud, c'est très très bien parce que d'accord. que ça soit sur le chat ou que ça soit dans les questions qui ont été posées aussi, c'est qu'on parle beaucoup de taxes, mais quid de la tarification et comment est-elle dans je dirais le paysage financier de nos RER en région. Bah, je pense que tous ceux présents ici savent effectivement que les transports publics là, en France sont effectivement un niveau de tarification plutôt bas, puisque effectivement un ticket unitaire pour prendre une base comparable est entre 1 et 2 euros, du petit réseau au grand réseau. À titre de comparaison, peut-être tout le monde dans un voyage à Londres a pu s'apercevoir du prix d'un ticket unitaire, je pense. Et si on n'a pas l'Oyster Card ou l'Open Payment, c'est encore pire. Ça atteint 8 euros, mais c'est 3,25 € environ. Stockholm, 4 euros par exemple. Bon, donc c'est une différence de tarification. Donc effectivement, ça peut interroger. On a créé, nous, à la sortie du Covid, un outil justement pour regarder, parce qu'il y avait un certain nombre de collectivités qui se lançaient vers la gratuité. Donc, il n'y a pas de vérité. On partage beaucoup sur les sujets avec différents acteurs. Il n'y a pas de vérité sur le sujet. Mais en tout cas, c'était un outil qui permettait un petit peu d'objectiver les choses avec les coûts en plus, donc les pertes de recettes, et les coûts en moins, le système billettique, etc. Et on voit que les résultats sont très différents. Donc, certains sont aventurés dans la gratuité, et parce que les conditions sont sûrement réunies pour eux, et tant mieux pour eux, mais ce sont peut-être des cas particuliers. Donc, effectivement, la question des tarifs peut se poser dans la mesure où il y a une tarification sociale ou dite solidaire qui est adaptée, ce qui est déjà le cas dans énormément de réseaux. Pourquoi pas, effectivement, réinterroger la question des recettes et de la tarification liée aux voyageurs. Puisqu'effectivement, juste un dernier chiffre à vous donner, certains pays nordiques, effectivement, et je ne dis pas que c'est un modèle à copier, mais recouvrent 80% de leurs recettes par rapport à leurs dépenses, à comparer de nos 30% français. Très, très, très intéressant. Il y a parmi les questions, donc Arnaud, vous pouvez bien sûr intervenir, hein, et là, je peux peut-être plus. Alors, on parle des taxes et alors il y a une question de Alain Roux, la FNOUT, que je salue. Bonjour Alain. Et donc, qui dit, est-ce qu'une taxe spatialisée peut être utilisée hors de l'espace de prélèvement? Alors, lequel d'entre vous pourrait répondre là-dessus? Arnaud, une idée? Ou peut-être Philippe Laurent? Est-ce qu'on peut une taxe prélevée à un endroit? C'est ce que nous propose notamment Jacques Baudrier. Est-ce qu'une taxe prélevée à un endroit peut être versée à un autre? Une taxe spatialisée, puisque souvent le VM et tout ça, c'est par rapport à un périmètre. Ouais, ça rejoint une interrogation qui a été posée par quelques-uns, bon, pas tellement d'ailleurs reprise, sur la transformation de la Société du Grand Paris en Société des Grands Projets, puisque en réalité, pour l'instant, la Société du Grand Paris reçoit des financements de la part des Franciliens, mais pas évidemment des autres habitants, enfin pas des habitants des régions, puisque ce n'était pas l'objet. Et la transformation
en société des grands projets a fait naître chez certains la crainte qu'il y ait là aussi un financement de certains sermes par des taxes perçues au niveau des franciliens. Alors, bien sûr, c'est toujours possible, hein, pourquoi pas, hein. Après, ce sont des décisions, encore une fois, politiques, Voilà. Mhm. mais je pense que, et d'ailleurs, nous avions proposé, enfin, le groupe auquel j'appartiens à la région avait proposé un système de financement qui allait bien au-delà de ça, qui était un financement sur une CSG, un type CSG additionnel, parce que nous avons considéré que la question des transports était une question essentielle au bon fonctionnement de la région et à la qualité de vie des habitants. Et on avait donc proposé que finalement tout le monde paye. Tout le monde paye et tout le monde paye sur une base très large, puisque c'était la base de la CSG, c'est-à-dire la totalité des revenus. Bon, ça n'a pas suscité l'enthousiasme, notamment, bon, enfin, Bercy a évidemment, enfin, Bercy en général essaye d'éviter toute taxe ou impôt nouveau, hein, voilà. Mais parce qu'à partir d'un certain moment, si vous voulez, tout ça est financé par l'impôt, et il n'y a pas plus universel que l'impôt sur le revenu, et notamment la CSG qui concerne tous les revenus. Enfin, c'est voilà. Bon, après, on peut faire toute une série de petites taxes, hein, c'est sûr, mais c'est assez. Enfin, tout ça est une question, encore une fois, de choix. Ouais, Guylaine, oui, vas-y, peut-être là-dessus, excellente question Jean-Claude. que celle d'Alain Roux. Et, dans la note de problématique, on est allé un petit peu plus loin en disant, bon, les bureaux, il y a sans doute deux catégories de bureaux, hein. Il y a d'une part bah, les structures de production, hein, parce que dans notre pays, effectivement, quand même, la plus grosse partie de la production aujourd'hui s'effectue bien dans des bureaux, hein. Bon. Et puis, il y a une fonction de siège, hein. Tout à l'heure, quand on évoquait effectivement le triangle magique ou le quadrilatère d'or de l'Ouest francilien, bon, et on pourrait peut-être y rajouter la plaine Saint-Denis aussi. Il y a grosso modo les sièges sociaux de 90% de l'activité du pays, hein, voilà. Bon, il y a bien Michelin qui a son siège à Clermont et la famille Mullier qui a son siège à Lille, mais c'est plutôt des exceptions, hein. Donc, je pense que effectivement, pour aller au devant de l'objection qu'évoque Alain Roux, hein, il y aurait peut-être à gagner effectivement à opérer ce type de distinction en disant bah voilà, les activités locales financent les besoins locaux, et bah, ce qui est national, une activité nationale, bah, c'est normal qu'il y ait mutualisation, hein. Je pense que voilà, il faut affiner parce que sinon on peut aller au devant de critiques. On en a discuté quelques fois aussi. François, peut-être tu pourrais intervenir là-dessus. Il y a aussi l'idée qu'il va y avoir une croissance à venir et que on peut commencer si on met correctement les entreprises dans le débat et dans la participation sur le projet de RER, qu'elles puissent commencer déjà à être taxées en pensant au Ah. futur, à l'économie qui va Bon, aller mieux. François? il y a une difficulté dans ce sujet, enfin, le financement des Serm. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on a un financement qui fonctionne bien pour les transports urbains. Tout le monde a admis la règle du versement mobilité, des recettes commerciales et des contributions des collectivités. Et on sait qu'il faut faire attention à la trajectoire financière de son organisme. Il y en a qui sont de bien meilleurs élèves que d'autres. En particulier, Lyon est assez spectaculaire. Ils font beaucoup et ils arrivent à avoir un très bon taux de couverture. Mais avec, donc, en gros, on a un système qui est bien connu, qui n'est pas forcément très égalitaire, parce que le rendement du versement transport n'est pas du tout le même d'une ville à l'autre, les densités urbaines ne sont pas les mêmes, l'efficacité des choix qui ont été retenus n'est pas non plus les mêmes. Je veux dire, Toulouse, ils ont un excellent versement transport, ils ont du métro automatique, et ils ont une ville qui s'étale tellement que de toute façon, quoi qu'ils fassent, ils ont beaucoup de mal à avoir des performances de report modal intéressantes.
Donc, on est inégal, mais on a un système qui marche bien. Les SERM, il va falloir financer, à mon avis, au moins autant pour desservir correctement le suburbain. Ça se fera graduellement, mais donc il faut quelque chose d'assez périn. On peut, on va dire, c'est quand même intéressant de se calquer sur l'exemple d'Île-de-France, qui a à la fois un réseau urbain et un réseau suburbain, qui est financé par le versement mobilité, par les trois niveaux de collectivité, alors que on n'en a qu'un dans le système classique et qui est évidemment très développé. Et on n'a certainement pas besoin d'avoir un système aussi développé dans les métropoles de province. Donc, ça, c'est un pur décalque. Et pendant longtemps, j'ai pensé qu'on ne pourrait pas augmenter le taux du versement mobilité. En Île-de-France, ça a été fait parce que face aux jeux de contraintes, c'était finalement la meilleure solution. Donc, ça, c'est un exemple possible. Après, on a cette difficulté dans notre pays d'avoir des politiques de transport, de stationnement, de routières qui sont totalement indépendantes les unes des autres. Et on a, alors qu'on se rend bien compte qu'à Munich, par exemple, qui est une ville qui est à la fois pour la voiture et à la fois pour les transports, on fait très attention à la manière dont on organise la ville par rapport au transport. Donc, on sent bien qu'en France, il y aurait besoin de donner des incitations. Alors, moi, je crois qu'il y a une idée qu'il faudrait promouvoir, mais ça mériterait débat, puis je ne suis pas un politique, hein, je veux dire, il y en a autour de la table, mais je pense que la taxe stationnement sur les lieux de travail, au lieu de travail et éventuellement sur les lieux commerciaux, serait une idée importante. Aujourd'hui, les entreprises, elles financent sans sourciller des parkings importants qui leur coûtent cher en fonctionnement. Ça leur coûte beaucoup moins cher de payer des abonnements ou des remboursements de versements d'abonnements de transport Abonnement de à transport. leurs employés. Ça leur coûte encore moins cher d'avoir des employés qui viennent en vélo. Donc, il y a peut-être des modifications à faire. Sauf que moi, par souci de réalisme, je dis aujourd'hui, il faut d'abord essayer de voir si la solution du versement mobilité n'est pas la meilleure. Et en même temps, ça veut dire qu'on règle définitivement les rapports entre les régions et les Les métropoles, agglos. parce qu'il faut que chacun fasse. La bonne solution, ça me paraît être que le versement transport, versement mobilité soit prélevé par un syndicat mixte réunissant la région et les collectivités. Et là, du moment où on a ça, on commence déjà à avoir quelque chose qui tient. Après, il y a un second problème qui est délicat, c'est que quel est le périmètre de la métropole? On pourrait penser que ce serait le, le périmètre, l'aire d'attraction des villes, qui est un ratio qui est fabriqué pour donner qui donne les communes dont plus de 15% des habitants viennent travailler dans le pôle central. Mais dans la pratique, les quatre projets qu'on connaît, sur lesquels il y a vraiment beaucoup d'informations, Lille, Strasbourg, Bordeaux et Genève, ça va plus loin. Donc, on rentre dans un nouveau problème qui est de définir le périmètre de perception de ce nouveau versement mobilité. Donc, on voit bien que pour arriver à fabriquer quelque chose d'intéressant, de solide, il faut avancer étape par étape. Moi, si la solution du versement mobilité fonctionne avec la mise en jeu des départements et des régions dans le dispositif, je pense qu'on aura franchi un premier pas. Après, il faudra traiter le problème des transfrontaliers, il faudra traiter le problème des RER qu'on voudrait organiser sur des littoraux, sur le littoral, sur les sillons, le sillon lorrain, le sillon alpin peut-être. Donc, on voit bien que le chantier est important et que la loi qui nous a été octroyée, pour intéressante qu'elle soit, elle a besoin d'être complétée sur l'aspect financement, gouvernance et peut-être encore, peut-être ultérieurement d'autres sujets. Donc voilà un peu ce que je pense, puisque vous Bien. m'incitez à en parler. Donc là, ce qui était intéressant aussi, c'est que en filigrane dans ce que tu as dit, c'était l'idée aussi d'insister sur une taxation qui permette un certain report modal.
puisque ça permet, c'est aussi ce qui a été Voilà. dit enfin, dans les questions. J'ai par exemple Monsieur Bernard Laporte du collectif Autrecom de Montpellier qui disait il y a des projets routiers qui sont engagés ou en gestation. La plupart sont quelquefois plus inutiles ou surdimensionnés. Et ça pourrait aussi libérer de l'argent public qui serait affecté sur les transports du quotidien plutôt que sur le transport routier. Là, dans les questions aussi qui sont posées, on revoit aussi cette idée de comment inciter les gens à changer de mode de déplacement. Et puis, il y a aussi dans les questions le principe aussi d'associer les entreprises au projet de SERM de manière à ce qu'il y ait un véritable projet de territoire socio-économique et qui puisse alors, comment vous voyez ça? Jean-Claude, tu veux peut-être en parler? Oui, alors, bon, je pense que effectivement, Sur le débat, par exemple, hein, on a beaucoup parlé, nous, à l'intérieur d'Objectif RER métropolitain, sur qu'est-ce que c'est qu'un débat autour d'un projet SERM. oui. Bah, nous, il nous est arrivé de dire, non pas à l'actuel ministre, encore pour quelques jours, mais au précédent, que on trouvait la dimension débat un peu faible. Enfin, on lui a dit très directement, et il nous a répondu oui, mais il y a toutes les procédures, ça prend un temps fou, etc. Les enquêtes de tous ordres, bon, ce qui est vrai, hein, ce qui est vrai. Bon, il n'en reste pas moins hein, que on est sur des projets d'une portée considérable, alors que ce soit dans l'espace, que ce soit dans le temps, qui emmènent des décisions lourdes en termes de mode de vie. Bon, sans parler de toutes les bonnes raisons qu'on a déjà évoquées. Ça vaut le coup d'en parler quand même. Quand on est à ce moment de prendre ou de ne pas prendre hein, ces décisions, voilà, ça mérite de s'y arrêter un instant. Je disais tout à l'heure, Bordeaux a bien fait les choses. Hein, donc Bordeaux, je veux dire très précisément la région Nouvelle-Aquitaine, la communauté, la métropole de Bordeaux, rejointe d'ailleurs par le département de la Gironde, ils ont fait une grande concertation préalable sur le projet de RER du Grand Bordeaux. Voilà, avec la mise en débat de la vision long terme. Hein. Bon, moi je pense que. Alors, parce qu'après tous les techniciens qui sont là, et on a toujours peur aussi un peu que le débat ne vienne entraver l'action. Hein. Bon, bien. Donc, voilà, ce qu'on peut faire et dont on est sûr que ça va dans le bon sens, hein, du genre, là où on a des trains à l'heure de pointe, on en met à l'heure creuse, pas besoin forcément de faire une grande concertation préalable pour quelque chose de si évident. Hein. Mais voilà, nous, on pense quand même qu'il y aurait matière à, sans retarder les projets, à faire ce grand débat avec toutes les parties concernées, site par site. Parce que voilà, s'il n'y a pas une vision partagée et vision transpartisane naturellement, hein, eh bien, on peut être sûr que effectivement, ce qu'on pense acquis pendant un cycle politique, eh bien, le coup suivant, quand l'alternance aura lieu, eh bien, ça sera remis en cause. Donc, on est sur des projets qui enjambent Mandat. les mandats. Donc, voilà, il faut partir de l'hypothèse que le consensus transpartisan est quasiment une nécessité hein, sur ces affaires. On peut être tenté de passer outre, mais voilà, c'est une épée Damoclès invisible que l'on risque de traîner avec soi. Je ne sais pas si j'ai répondu à toute ta question, Guylaine. Non, mais ah, si, si. Si. Et là, je vois parmi les questions qui arrivent maintenant, il y a aussi le principe du PPP, hein, du partenariat public-privé, je pense, d'abord sur l'investissement. Est-ce que Arnaud a une idée là-dessus, sachant que Sur les le sommes en jeu sont PPP, en assez fait, énormes, hein. on a un exemple hein, concret qu'on connaît tous, je pense, qui est l'Isère.
sur l'axe sud-ouest. Donc, aujourd'hui, la réalité des choses, c'est que l'ISA a un peu de mal à trouver son équilibre économique, malgré les péages élevés. Et pour le coup, il s'agissait d'une infra neuve, alors que dans la plupart des cas, on le sait, dans nos projets CERM, on sera plutôt dans des infra à renouveler ou à rénover en tout cas. Et puis le fait d'insérer peut-être un PP avec parce qu'on aura des nœuds ferroviaires avec les CERM, ça coupera avec d'autres modes de transport. Donc est-ce que c'est vraiment gérable lorsqu'il y a plusieurs modes de transport, il y a des nœuds ferroviaires, quoi. Donc il y a des freins, peut-être après rien n'est impossible, mais à première vue, il peut y avoir des freins. Jacques Baudrier, vous avez une idée là-dessus? Il n'est plus là. Vous pouvez me reposer la question? La question, c'est la question du PPP. Alors, on le voit dans pas mal de choses quand vraiment les finances publiques sont un petit peu Alors, mises à mal. le PPP, je vous dis, Ouais. le PPP, ça coûte un fric fou. On a Mhm. bien vu pour les constructions d'hôpitaux, on se retrouve en plus avec des malfaçons. Les PPP, c'est une cata financière et on paye plus d'argent pour le public. Donc vraiment, c'est là, on se dit, voilà, on a réussi pour faire 200 kilomètres de métro en Île-de-France, on a créé des recettes fiscales. On sait bien que rien qu'avec la même recette fiscale, je reviens, quelqu'un a dit que la taxe sur les parkings d'hypermarchés et de bureaux, c'était tout à fait intéressant. Ça rapporte 110 millions d'euros par an. C'était ma proposition, hein, d'ailleurs. Ça, c'est la mienne. Autant celle avec Gilles Carrez, le bureau, on l'a fait tous les deux. Lui, c'était plutôt la taxe de séjour, moi, sur la taxe parking. Cette taxe parking, si on l'étendait à l'ensemble de la France, ça peut rapporter jusqu'à 2 milliards d'euros. Vous voyez, avec les taxes bureaux, on peut financer aussi jusqu'à 1 milliard de bureaux tranquille. On a avec ces outils fiscaux dédiés, et puis j'insiste, Philippe Laurent a dit oui, mais on peut prendre le budget général. En théorie, on peut. La réalité de la vraie vie, l'action foncière en Ile-de-France a décollé et dans le reste de la France, les 10 établissements publics fonciers qui fonctionnent, ils fonctionnent avec une taxe dédiée. L'ASGP, l'investissement, fonctionne avec une taxe dédiée. Les investissements pour le logement, depuis 30 ans, toutes les décisions qui ont été prises, on a réussi à passer le verrou d'investir. Et si on investit pour le trait de côte, pour l'action foncière, c'est parce qu'il y a une taxe dédiée. Si on a fait le Grand Paris Express, c'est une taxe dédiée. Donc se dire que ça va venir du budget général, ça ne marche pas. Et donc on a bien eu raison, un certain nombre d'acteurs, nous, vers les années 2005-2008, de dire surtout pas, on ne parle pas de ça. Les PPP, on nous a fait le coup aussi. Ça ne marche pas, ça coûte beaucoup plus cher. Et finalement, on les abandonne. Donc moi, je vous dis, la seule affaire, c'est la taxe dédiée. Il y a plusieurs taxes dédiées. Il y a les taxes sur les transports aériens. Il faut des taxes qui aient un lien avec l'activité économique et le transport. Que si vous taxez les individus politiquement, ça ne marche pas. Les taxes spéciales d'équipement, en plus de la taxe foncière, je vous dis, ça ne marchera pas. On n'aura pas de vote à l'Assemblée pour ça. Donc je suis contre. Donc moi, je dis, voilà, les seules positions, je vous conseille en tout cas de ne pas aller sur des fausses pistes pour y avoir travaillé. Les plus-values foncières autour des gares, on a essayé pendant 10 ans d'avoir des systèmes, parce qu'une taxe, il faut qu'une taxe qu'on arrive en fait, à percevoir de façon simple. La taxe bureau, elle est très simple. Une taxe sur le taxe d'aéroport, elle existe. C'est juste augmenter le taux d'une taxe existence. Le coût de marginal de la collecte est de zéro. La taxe sur les parkings, bon, elle existe aussi. Il suffit de laver. Toutes les taxes qu'on propose, elles sont extrêmement simples à percevoir et elles ont un coût quasi nul de perception. Inventer une taxe pour choper la plus-value foncière, on s'est pris la tête 10 ans, pour dire de façon un peu vulgairement, on n'y est pas arrivé à générer quelque chose de simple qui rapporte vraiment de l'argent. Donc, je vous dis, il y a plein de gens très intelligents au ministère qui ont bossé pendant des années là-dessus. On n'y est pas arrivé. Ne repartez pas dans les fausses pistes. Tout ce qu'on applique, tout ce que vous dites là, tous les gens qui se sont battus pour le Grand Paris Express dont j'ai fait partie, je n'étais pas tout seul, on a parlé pendant des années de ces sujets-là. À la fin, on est revenu à la seule solution qui marche, c'est la taxe dédiée. Et sur tous les projets, ça a été. Donc voilà, on a 3-4 taxes. La taxe bureau, la taxe sur les parkings, la taxe de séjour, la taxe sur les transports, déplacements aériens. Et avec ça, moi je vous dis, on peut financer
cette base fiscale peut largement financer 150 milliards d'euros par an, 150 milliards d'euros d'investissement sur 10 ans, sur 15 ans, en plus, c'est-à-dire 10 milliards par an. Et 10 milliards par an, si on finance la totalité des projets de transport public, de pistes cyclables, de transport public, et la remise niveau des lignes ferroviaires, les projets de réalistes à faire de nouvelles lignes de TGV, on peut tout financer avec ces outils fiscaux dédiés sans problème, dont les 30 milliards des Serbes. Voilà, donc n'allons pas chercher plus loin, on a largement de quoi financer tout ce qu'on peut financer physiquement. Donc, il me semble, aller chercher d'autres fausses pistes qui ont mené dans le mur et qui ont déjà mené dans le mur il y a 20 ans, me semble pas raisonnable. En Oui, tout cas, ce n'est pas le positionnement des communistes. Et c'est inviter Gilles Carrez, qui n'est pas communiste à ma connaissance, je pense qu'il vous dira la même chose que moi. bah, c'est l'idée aussi d'avoir quelque chose qui soit pérenne. Là, je voyais dans les questions rapidement, il y avait aussi dans le chat, j'ai vu passer les histoires de taxes carbone, d'affectation de certaines taxes aujourd'hui. Euh, C'est trop compliqué, ça, parce que c'est des trucs qui sont discutés au niveau européen. Ça, on a tout, vous voyez, il y a eu, sur Grand Paris Express, il y a eu toute l'intelligence de Bercy possible à proposer. En gros, tout ce qu'on vous allez imaginer, comme il y a eu, je sais pas, 100 énarques qui ont produit des notes pendant 10 ans sur le sujet, on a à peu près tout essayé. Tous ces trucs sont trop compliqués ou reliés à des problèmes trop complexes. Le mieux, activité économique, mobilité directement fléchée. Là, vous ne vous emmerdez pas. Et il faut une taxe qui soit prélevée, surtout à Paris, parce que pour avoir le vote de tous les députés de province. Que si vous prélevez une taxe juste pour les. Ben oui, parce que les députés, quelle que soit l'étiquette politique, ils sont majoritairement de province. Voilà. bah Donc en oui, gros, si vous voulez financer des trucs dans les métropoles, le député de Lozère, quel qu'il soit, il va vous financer une taxe pour financer les trucs dans des métropoles. La réponse est non. Député de Creuse, non. Si vous faites financer quelque chose dans toutes les métropoles sur une base fiscale à Paris, député de Lozère et de Creuse, lui, par principe, il ne votera toujours contre toute taxe qui est prélevée dans la Creuse ou à Lozère pour financer quelque chose d'une métropole. Ou dans l'Ariège, c'est pareil. Donc il faut un truc qui soit financé sur la base que dans les métropoles. Là, ça marchera. Autrement, ça marchera. oui, bon. Non, mais c'est certain. Et on reparle tout à l'heure sur la solidarité nationale autour de ces projets-là. Jean-Claude, vous avez... Oui, bah, peut-être rebondir effectivement sur ce que vient de dire Jacques Baudrier. Si on reprend l'histoire sur les taxes affectées, le plus bel exemple avant le Grand Paris, c'est la relance des transports urbains en France, qui a été permise par la mise en place du versement transport en 1972, puis en 1974, plus un certain nombre d'étapes ensuite. Hein, donc, voilà, sans cette ressource spécifique, il n'y aurait pas eu ce grand mouvement de relance des transports urbains tel qu'on l'a connu. Et effectivement, on serait les budgets généraux n'auraient pas suffi pour avoir un tel mouvement. Je voudrais encore ajouter deux choses en ce qui concerne les projets d'infrastructure. Ce qui est important, on voit bien que ce sont des grosses opérations qui ont eu une unité. Hein. Donc il faut traiter le financement, ne peut pas être découpé en rondelles, j'allais dire, au gré de l'annualité budgétaire. Il faut embrasser tout de suite la globalité de l'opération pour deux raisons au moins. La première, bah, c'est effectivement pouvoir la concevoir de la façon la plus cohérente. Et donc, de façon la moins coûteuse possible, parce que naturellement, tout ce qui est financement haché, ce sont des surcoûts et ce sont des calendriers qui dérapent, lesquels eux-mêmes génèrent des surcoûts. Hein. Donc il faut bien embrasser l'ensemble des opérations. Donc ça, c'est d'un point de vue financier, mais également d'un point de vue réalisation.
hein, l'un des points intéressants de la loi du Grand Paris, hein, c'est qu'elle permet à la société renommée Société des grands projets de pouvoir passer des marchés d'études définition, c'est-à-dire pour les spécialistes des travaux publics, déroger aux trois étapes de la maîtrise d'ouvrage public, bon, qui permet, donc c'est compte tenu de ce type d'infrastructure, ça permet effectivement d'introduire plus de compacité, hein, dans la façon de mener les choses. Donc c'est plus vite, moins cher, plus efficace. Hein, et un calendrier, hein, parce que les calendriers, c'est très important, hein, sur cette affaire. C'est d'ailleurs, il faut bien entendu, et derrière ces projets, pour ce qui est des SERM, qui sont un peu plus complexes, un peu plus variés techniquement, il faut une bonne vision d'ensemble, une bonne vision à moyen terme, et définie très clairement, alors qui touche bien sûr le ferroviaire, avec quid en termes de services, quid en termes d'infrastructures, mais aussi l'intermodalité, hein, autour de ça. Et Arnaud disait effectivement que nous, on avait évalué 1,5 milliard de besoins de fonctionnement annuel versus plutôt 1 milliard par Arnaud. Et nous, le 1,5 milliard comprend tout l'aspect intermodalité. Hein. Ça veut dire les bus de rabattement. Hein. Bon, quand on met en place une ligne de RER, eh ben, en même temps, voilà, il y a un certain nombre de bus, de liaisons de bus à créer en rabattement. Hein. Alors, je sais qu'il y a, bon, il y a tout un débat pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait mettre en parallèle, mais ce qui est sûr, hein, c'est que d'abord, il faut mettre les bus en rabattement. Hein, voilà. Et que donc ça, eh ben, c'est sans doute un coefficient 1,3 à rajouter en termes de coût de fonctionnement. Il y a le vélo aussi. Hein, voilà. Bon, aménager les pôles d'échange, aménager les voies de rabattement vers les gares, moderniser les matériels roulants pour qu'ils puissent emporter un peu de vélos. Hein. Bon, les vélos plutôt stationnement à la gare, sauf que ben, voilà, il y a des chaînes de déplacement pour lesquelles il faut quand même emmener son vélo avec soi dans le train. Donc voilà, il y a tout ça. Donc on est sur des projets lourds, complexes, et effectivement, il faut des outils efficaces et puissants. Euh, je regarde les questions qui arrivent. Alors, bah, on se pose la question là avec l'actualité politique, hein, aujourd'hui, avec les nouvelles législatives anticipées, hein, les législatives anticipées. Donc, on avait eu beaucoup de questions là-dessus sur là, je vois que Alain Roux pose une question par rapport à la conférence de financement, cette conférence de financement qui était prévue dans la loi SERM, qui devait se tenir avant juin et qui a été reportée à l'été. Donc, bon, cette conférence de financement, on a des questions. Est-ce que l'actualité gouvernementale va gêner justement l'avancée des projets, la labellisation, hein, qui est en cours? Et donc, il y avait aussi Monsieur Bernard Verdier qui disait le résultat des législatives peut-il retarder la mise en œuvre des SERM? Donc, aujourd'hui, je ne sais pas à qui j'attribue la question. J'ai vu que Philippe Laurent nous avait quittés. Euh, Moi, Jean-Claude, je veux bien peut-être? parler de la Oui, labellisation, hein, oui, de parce la que labellisation. c'est un point d'actualité. On attend ou on n'attend pas une labellisation. Bon, et puis moi j'ai vu aussi des questions d'André-Pierre Bollard en particulier sur les critères de labellisation. Et moi je dirais pas de certitude sur cette question, mais plutôt des certitudes en amont. Hein. Une première certitude, c'est que un RER, comme on le disait tout à l'heure, c'est un projet d'ampleur, complet, ferroviaire de volume, intermodal systématiquement et avec une gouvernance vertueuse. Voilà, nous, c'est nos fameux 12 critères.
hein. Donc, à ceux qui chercheraient des grilles de critères pour labelliser, eh bien, moi, je recommande de lire ces 12 critères. Et je ne cache pas que j'ai trouvé dans la dernière période que certains critères avaient tendance à s'estomper et que c'était porteur de risques. Voilà, donc ça c'est sur la et j'ajouterais en lâchant un autre mot qui est celui de numerus clausus. Hein. Est-ce que faut-il un numerus clausus? Alors, moi je vais vous dire dans une vie déjà lointaine où j'ai exercé sur ces sujets chez un grand opérateur ferroviaire, on disait, bah voilà, RER, bah, c'est au-delà d'une certaine strate d'agglomération, etc., etc. Moi, j'avoue que j'ai perdu toutes mes certitudes là-dessus. Hein, bah, en allant chez nos voisins, hein, naturellement, bah, je constate que les 13 cantons suisses ont tous un RER. Hein. Bon, alors, Zurich, Genève, c'est pas étonnant. Bâle, bah, non plus. Mais le canton d'Argovie, le canton du Tessin, le canton des Grisons, bah voilà, eux aussi donc ont adopté cette philosophie. On retrouve les 12 critères que j'évoquais tout à l'heure. Bon, sans parler de Fribourg-en-Brisgau en Allemagne. Voilà, donc je crois qu'on a ouvert une nouvelle façon de faire des transports dans nos territoires, articulés autour des bassins de mobilité. Et que ben voilà, l'histoire, on va l'écrire en allant, hein, mais attention à ne pas introduire des critères trop hermétiques, excluants, qui finalement seraient démentis par l'histoire. Je voudrais rajouter Bien. un point sur l'aspect calendrier, pour avoir discuté avec la SGP en début d'après-midi, un peu plus tard, il y a quelques heures seulement. Donc, les dossiers de candidature de la labellisation CERN ne sont pas déposés avant la fin de l'année 2024, mais entre la fin de l'année 2024 et la fin de l'année 2025. Donc, c'est un petit, Un petit c'est, peu décalé. c'est pas une nouveauté, c'était déjà comme ça, Mhm. manifestement, mais effectivement, c'était peut-être pas aussi explicite pour tout le monde. Donc, je me permets effectivement peut-être de passer le message aux collectivités concernées que les dépôts ne sont pas forcément avant la fin de l'année, mais à partir de la fin de l'année jusqu'à fin 2025. Sans aucun Merci regret de ce qui va se Jean-Claude. passer dans les prochaines semaines. Merci Jean-Claude. Je ne sais pas si j'ai le micro là, d'avoir rebondi sur les critères. Tu sais ce On va que dire. je défends, un petit peu d'ingénierie. Ce qui a été dit sur la faisabilité est très important. J'insisterai sur un point qui n'a pas été abordé encore, c'est le phasage de réalisation de ces grands projets sur plusieurs contrats de plan État-région, avec donc la continuité politique et technique sur des projets d'envergure qui nécessitent plusieurs années de réalisation. Je voudrais dire merci à tous ceux qui ont donc travaillé à ce webinaire parce que j'ai été très content de voir que le problème du financement, finalement, grâce aux Parisiens et notamment de l'Ouest parisien, on pourrait répartir un peu d'argent, y compris en Lozère, mais il faudrait qu'ils aient des projets d'intermodalité et des projets de CERN pour dépenser l'argent en investissement et en fonctionnement quand on aura trouvé toutes ces solutions financières. Je pense que le ratio, par exemple, qu'a évoqué François de Florian tout à l'heure avec ses tableaux, du nombre de voyages par an et par habitant, évidemment, il faut savoir à quelle aire urbaine on s'adresse, parce que je vais citer les réseaux urbains que je connais mieux, mais je vous dirai deux mots quand même du tram-train de Mulhouse que j'aime bien. Donc, les réseaux urbains se classent en Europe avec ce ratio de voyages par an et par habitant. Vous savez que Lyon est premier, mais Toulouse communique beaucoup sur sa place de deuxième. Et je crois que c'est important parce que je peux vous dire que les présidents de métropole n'oublient pas de mettre au dénominateur la population qui va bien pour que leur ratio augmente. On arrive à plus de 500 voyages par habitant à Lyon et plus de 400 à Toulouse, qui sont les deux premiers de ce classement des meilleurs réseaux performants. Voilà, merci. Et puis un mot quand même sur ce qui a été dit sur SGP et SNCF Réseau. Le temps est compté. Je voudrais remercier Mathieu Chabanel qui a salué Alstom et le tram-train Dualis
comme la pépite française au service de l'intermodalité et des Serm. Merci. Merci beaucoup, André-Pierre. Donc, je crois qu'on va être à l'heure pour terminer. Donc, vous avez vu, Jacques Baudrier nous a fait un petit coucou dans le chat parce qu'il devait nous quitter. Je crois que on a bien remué le sujet tous ensemble autour de cette problématique. On a bien vu des idées qui ont fusé. J'espère que je vous rappelle le webinaire était enregistré, hein, donc ça nous permet de récupérer aussi toute la richesse de ce qui a été fait. Moi, j'ai travaillé sur toutes vos questions, hein, donc elles sont toutes classées, etc. On en a fait déjà un document de synthèse et donc on va voir avec le chat aussi. On voit combien le sujet est foisonnant, combien il n'y a pas une solution, mais bien des solutions à adapter au territoire et surtout d'aller le plus vite possible. Pour le mot de conclusion, je te passe la parole, Jean-Claude, Bah, notre porte-parole préféré, Objectif merci. RER métropolitain. Très, très brièvement, remercier à mon tour les participants pour ces 2 heures denses dont il faudra exploiter toute la substantifique moelle parce que les thèmes d'approfondissement sont là. Hein. Il y a beaucoup de questions sur les outils, il y a des questions urbaines, il y a les questions d'empreinte carbone qui n'ont pas été évoquées aujourd'hui, mais ça reste. Hein. Je vous signale qu'on n'a pas vaincu le réchauffement climatique encore. Bon, et puis dire naturellement ce qu'on savait, mais qu'on va quand même se redire, hein, c'est que sur ces dossiers, notre mobilisation est nécessaire, continue à être nécessaire, et peut-être même plus que jamais nécessaire. Hein. Nous savons que voilà, c'est une histoire qui a commencé il y a déjà 30 ans. Hein. Voilà, pour les plus anciens qui sont là. Voilà, il y a eu des stop and go. Voilà, on pense bien effectivement que dans les 24 derniers mois, on a donné un coup de collier euh, qu'on espère décisif. C'est un espoir hein, à ce stade. Donc, voilà, plus que jamais mobilisé sur nos projets et vous inviter, bien sûr, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à rejoindre Objectif RER métropolitain. Hein. Donc, nous sommes une association fédératrice qui rassemble des autorités organisatrices, des élus, des experts, des citoyens, des entreprises, des associations. Voilà, donc des acteurs extrêmement divers. On a un seul dénominateur commun, c'est faire réussir les RER métropolitains. Voilà, et ça nous occupe fortement. Et on a l'impression, effectivement, qu'on est utile pour faire avancer une problématique qui reste pour laquelle il reste effectivement à l'emporter. Voilà, merci à tous.